Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. On essaie de faire un microbit pour la réalité virtuelle par la suite. Dans la précédente vidéo, on a fait une petite diode qu'on peut changer la luminosité avec des couleurs. C'était magnifique, c'était bien, on a sauvegardé ça sur Git. Maintenant, il faut faire un tableau à deux dimensions qui soit settable, c'est-à-dire on doit pouvoir allumer, désactiver, changer l'intensité. Puis on doit aussi pouvoir donner des tableaux comme ceci de texte pour pouvoir sauvegarder des 2, des 3, des diamants, donc il y a plein, 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 plein de petits trucs comme ça à faire et du coup, c'est parti. Alors l'idée ici, c'est que j'ai fait des commentaires ici tout en dessous et dans ces commentaires, j'ai mis à chaque fois func avec la fonction on va devoir implémenter et puis on va aller l'implémenter, voir comment on peut faire ça. Donc on va parler de tableau, on va parler d'index, de index à 2 dimensions, de parsing, de méthode, il y a plein, plein, plein de sujets. Alors, premièrement déjà, si vous avez suivi le cours de la fois passée, il nous faut faire, une nouvelle scène 3D. On va la sauvegarder en tant que, par exemple, démo microbit. Voilà, 5 sur 5. Dans la scène, magnifique, on sauvegarde. Dans cette scène, on va utiliser ce qu'on a utilisé précédemment, c'est-à-dire une petite couleur avec un signal. Voilà, ce qu'on a créé ensemble dans la vidéo précédente. Et ça, il va nous en falloir déjà pas mal. Donc, on peut créer un point vide, parce qu'on va devoir rassembler toutes ces petites diodes. Et alors, ce point vide, on va l'appeler, je sais pas moi, Matrix. Voilà, comme ça, 5 sur 5, parfait. On va le déposer dedans et du coup maintenant on va le dupliquer. Donc on fait CTRL D pour dupliquer et on va le dupliquer combien de fois? 25 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On prend les 5, on les reduplique avec CTRL D. Magnifique. Alors j'étais pas trop content parce que, j'ai pas commencé à zéro et donc du coup les numéros sont pas bien notés. Donc du coup je vais tous les supprimer et recommencer. Donc c'est parti. Voilà, vas-y, vire-moi tout ça. Poup, poup, poup. Voilà et alors du coup on recommence. Hop, désolé quand je suis passé la vidéo, et voilà, magnifique. On supprime tout ça, on remet bien 0 devant pour que Godot m'implémente directement l'index suivant, voilà, magnifique. De 0 à 4, voilà, on duplique, on duplique, on duplique, on duplique, et on devrait arriver à 24, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a 25 petits trucs qui commencent à 0, il va falloir qu'on ait créé un petit script dans lequel on va pouvoir déposer ces petites diodes. Donc c'est parti, microbit matrix underscore 5 pour dire ça fait partie du namespace microbit, c'est une matrix de LED où il y en a obligatoirement 5 sur 5. Il y a pas de, on ne peut pas changer le numéro, ça va nous simplifier la vie. Ok, du coup on va lui donner un petit nom, hein, class name. Alors le fichier c'est le même nom que le nom de classe, mais avec des majuscules, ce qu'on appelle du Pascal case. OK, nickel. Bien qu'on a notre Pascal Case avec le class name, on a ça, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir changer le type et lui dire: «J'aimerais bien que ce soit du Pascal Case», que ce soit ce truc-là. Alors, vous remarquerez que là, j'ai mis Node et que c'est plutôt Node 3D parce qu'on aimerait bien que ça reste un objet spatialisé dans l'espace. Donc ici, je l'ai changé à Node 3D, mais Godot, il faut redémarrer pour qu'il passe de 3D à 2D à 1D, enfin, qu'il comprenne que j'ai changé à 3D. Donc du coup, voilà, je me suis dit: «C'est pas grave, ça va aller, on n'a pas besoin de ça pour le moment». OK, magnifique. Je prends tous les petits commentaires que j'avais préparés avec toutes les petites méthodes qu'on va devoir implémenter. Magnifique. Et du coup, on est presque prêt, hein. Alors, il nous faut un petit export. Comme vous avez compris, c'est pour avoir une petite variable pour le game designer. Une variable, c'est-à-dire un petit tiroir où on peut stocker des choses. Et ici, vous voyez, quand on met deux points array, ça veut dire j'ai besoin de stocker une liste d'éléments. 1, 2, 10, 20, 30, 100, 125, 1 million. On peut stocker plein plein de choses dedans tant qu'on a la mémoire RAM pour. Donc ici, nous, ce qu'on veut stocker, c'est 25 fois des microbits qui permet, script de namespace microbit qui permet de changer la couleur avec des signaux. Magnifique. Voir la vidéo précédente. Alors j'avais mis égal nul, mais apparemment ça se fait pas, donc je l'ai retiré. Ok, magnifique. On a un export et comme vous pouvez voir, maintenant on a une jolie petite case là-bas et on va pouvoir y ajouter des éléments dedans. Vous allez voir, ici je vais passer. Alors, ici il y a un petit bouton qui permet de passer les fenêtres d'un côté à l'autre. Et vu que je dois faire des drag and drop, déposer, prendre et déposer, je les fais passer à côté pour qu'on ait plus simple. Vous voyez, c'est ici au-dessus, on va là, et vous voyez ici on peut dire je veux me mettre là au bout à gauche. Donc ici on a notre petit tableau, pour l'instant il y a 0 élément dedans. Donc on va prendre le premier, prendre le deuxième, prendre le troisième, gna gna gna. Donc, je vais un petit peu passer plus loin parce que c'est un peu chiant de faire ça, mais basiquement, voilà, ouais, on rajoute chaque fois les aimants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
jusqu'à ce qu'on ait les 25. Voilà, et on vérifie bien que chacun des éléments s'est bien mis dans le bon ordre, qui s'est bien mis dedans. Voilà, magnifique, et qu'on en a bien 25, donc jusqu'à 24. Magnifique. Maintenant qu'on a rajouté les éléments dans ce tableau à la main, bon, bah, ça m'aura pris plus de temps dans la vidéo, et ben, on va pouvoir passer au code. Mais avant de passer au code, ce qui se passe, c'est que l'autre jour, quand je vous ai fait faire la LED, j'ai oublié de stocker un truc assez important finalement, c'est: «OK, ben, on change la LED, mais il faudrait se souvenir de quel est son état pour qu'on puisse lui demander: "OK, bah, c'est quoi l'état du tableau?"» Donc du coup, je suis retourné dans notre code de la fois passée. Voilà, magnifique. On a toujours notre signal, toujours notre ready color, magnifique. Ça, c'est les commentaires, on peut les virer, hein, c'était juste pour qu'on puisse apprendre, se souvenir de ce qu'on avait fait. Alors depuis la vidéo passée, j'ai rajouté 2 méthodes ici, turn on, turn off, qui veut dire j'active ou je désactive la LED, voilà, et turn on off qui prend une valeur booléen qui tourne à vrai ou à faux. Donc ça va nous permettre de pouvoir plus facilement chipoter avec la LED. Alors on va faire export var, et puis on va mettre ici un nom de variable qui va stocker un flottant, c'est-à-dire le pourcentage de la LED. Et alors vous voyez ici, je l'ai nommé last received state as persons parce que c'est plus une sorte des débugger de l'état de la lumière que vraiment un paramètre qui dit que c'est la lumière, c'est ceci. Donc pour l'instant, je l'ai écrit comme ça. Alors j'ai mis export, mais c'est vrai que finalement, ça va de 0 à 1, donc on peut utiliser dans Godot un truc qui s'appelle export range, qui va nous permettre de dire, bah en fait, ça va de 0 à 1 et pas plus loin. Donc pour le game designer, vous allez voir, ça change un tout petit peu la donne. Mais du coup, on peut pas avoir 2 export range, 2 exports, donc il va me dire: «Ah, tu peux changer ça, s'il te plaît?» Donc je vais devoir aller le changer. Si je savais pas pourquoi il était en rouge, donc j'avais mis ça, voilà, magnifique. Là, ce que j'ai changé, c'est la step, c'est à quel point on peut augmenter au niveau des 0 et des 1. Et voilà. Alors là, évidemment, on a dit save le temps et c'est égal à 0 par défaut, quand on commence. Je retire le export, vu qu'il ne voulait pas me laisser faire, magnifique. Et là, vous allez voir, quand je vais revenir dans mon truc, tada! On a un petit slider qu'on peut changer et qui nous permet de stocker la valeur. En tout cas, elle va nous permettre de comprendre ce qu'on fait. Tada! Alors, il y a pas un truc qui, quand on change la couleur, donc ça, je ne sais pas encore comment faire au Godot. Mais en tout cas, ça nous permet de comprendre ce qu'on fait en débuguant, en allant voir à quelle valeur elle est. Magnifique. Alors, il nous faudrait ces petites méthodes-là. Donc, set, ça veut dire on définit. Get, ça veut dire on essaie d'acquérir, on essaie de prendre. Et ici, du coup, il nous faudrait un truc qui nous dit get let state, personne, pour dire bah, donne-moi le pourcentage que j'ai stocké pour le moment dans cette petite LED. En tout cas, la dernière fois que je l'ai configuré. Bah, du coup, c'est simple, on lui retourne la valeur qu'on a stockée. Je mets de 0 à 1 pour bien préciser que c'est pas de -1 à 1, que c'est bien de 0 à 1, et pas de 0 à 100 par exemple. Plus tu donnes d'infos aux autres développeurs, plus ils peuvent mieux comprendre ton code, mieux c'est. Et plus les IA peuvent t'aider aussi. Alors ici, on a aussi besoin de savoir si ça va de 0 à 9. Bah, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur au pourcentage qu'on a stocké, on la multiplie par 9.0, parce que c'est des flottants, des nombres à virgule. Mais le problème, c'est que ce qu'on doit retourner, c'est un entier, donc on va aller le convertir en entier. Voilà. Cette petite méthode que vous voyez là, int, ça permet de convertir vers de l'entier. Tada! C'était pas magnifique? Maintenant, on a besoin de la lettre. Bah, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est juste dire, bah, donne-moi l'entier que j'ai calculé au-dessus, mais tu me le transformes en ce qu'on appelle un string, un texte. Donc du coup, on va juste prendre la méthode, hop, voilà, et tada! Donc en fait, là, bah, on a finalement déjà fait les 3 petites méthodes qu'il nous fallait pour demander le pourcentage, une valeur de 0 à en entier ou une valeur de 0 de 0 à 9 ou une valeur de 0 à 9 en texte. Tada! Donc ça va être utile pour les autres développeurs s'ils veulent utiliser Bodlet, savoir quel est l'état et des trucs comme ça, et à nous pour le tableau. Et bah, c'est bien, c'est chouette, mais du coup, il faudrait aller changer cette valeur. Où est-ce qu'on la change? Ben, on va essayer de trouver l'endroit. Il y a 10 000 manières de programmer un truc, donc il faut que je décide de laquelle est la meilleure manière, qui va créer le moins de bugs. Et finalement, bah, j'avais essayé d'abord de l'ajouter ici, dans le set color % ici. Donc du coup, si on le mettait là, comment on pourrait faire? Ouais, je suis en train un peu de relire le code pour me souvenir de comment on avait fait l'autre jour, hein. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, OK, bah, dès que quelqu'un me donne un pourcentage pour régler la couleur rouge, du coup, ça marchera pas quand on changera les couleurs en vert et des trucs comme ça, mais ça, on s'en fout. Je stocke le pourcentage dans ma valeur. Tadam! Comme ceci. C'est parce que je me suis gouré avec le R. Voilà, parfait. Et donc du coup, on l'a stocké, c'est magnifique, sauf que du coup, si quelqu'un me donne une couleur, ça va pas être efficace parce qu'en donnant la couleur, moi, je pourrais pas savoir vraiment à quel pourcentage on est. Et nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est le pourcentage de rouge.
Donc je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, on prend color, c'est-à-dire la couleur que quelqu'un m'a donnée, on prend juste la valeur R pour rouge dans le type de color et comme ça on aura le pourcentage, vu que la couleur rouge est stockée de 0 à 1 dans la doc, c'est parfait». Donc magnifique, grâce à ça, on peut mettre n'importe quelle couleur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage du rouge. OK, beh, du coup, c'est bien. Maintenant, tam 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 tam. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de commencer avec une couleur, du coup? Parce que vraiment, si on commence avec une couleur, ça va créer des problèmes. Donc on pourrait plutôt commencer avec un pourcentage de départ. Sauf qu'en fait, le pourcentage de départ, beh, ça reste finalement zéro. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin? Bah, en fait, je vais quand même le laisser. Vous voyez ici, on va juste dire: «OK, bah, au tout début, voilà, est-ce qu'on a besoin de dire à tout le monde que ma valeur de départ a été changée?» Parce que souvent, vous lancez l'application et puis il faut mettre à jour les images 2D, les images de les mèches, et les standards matériels et des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on veut avertir tout le monde qu'au début du jeu de la valeur qu'on possède? Si oui, bah, à ce moment-là, on va pouvoir juste dire à tout le monde: «J'ai démarré, c'est bon, mettez-vous à jour». Donc si le designer a demandé de mettre à jour au démarrage, voilà, on va aller dire à tout le monde, que le pourcentage actuel, bah, c'est celui que j'ai pour le moment dans l'inspecteur et donc on va avertir tout le monde que ça a changé. Tada! Donc c'est juste pour qu'au début, tout le monde se dessine bien ce qu'il a dessiné, change les couleurs et des trucs comme ça. Parfait. Je crois pas qu'il y ait d'autres trucs que j'ai changés dans ce script-là, parce qu'il y avait que ça vraiment qui était important. Donc on va aller, passer à la suite. Maintenant qu'on arrive à voir ce get, on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, c'est quoi? Bah, déjà, on sauvegarde la scène, magnifique. On dit que c'est celle-ci dans laquelle on travaille, donc c'est la main scene. Voilà. On va créer une petite caméra et une petite lumière pour qu'on puisse quand même voir nos fameuses, matrix et nos petites, des petites LED. Tadam! On n'a pas vraiment besoin de la lumière parce que vu qu'elles sont en unshaded, on les voit quand même dans la caméra. Bah, c'est juste pour, par précaution, je mets la lumière. Et donc voilà, voilà. Alors pour le moment, on n'a pas encore sauvegardé notre matrix, de LED, donc ce serait bien de le faire. Comment est-ce qu'on fait? Si vous vous souvenez, on le prend, on le drag and drop dans le dossier pour qu'on sauvegarde l'élément, local en tant que scène et ici, bah, moi quand je mets des éléments, je mets élément underscore juste pour me rappeler que c'est un élément, parce que si c'est une matrix qu'on dépose. Par exemple, si maintenant je prends, ce truc-là et que je le dépose dans la scène, hein, donc voilà, je le prends, voilà, tadam, on en a 2. Et en fait, bah, selon le jeu, je vais le faire grand, petit, à plat ou des trucs comme ça ne change pas le code derrière qui va nous permettre de gérer les LED. Donc c'est ça un peu l'idée derrière. Alors, magnifique, maintenant on a une sorte de petite scène, bah, on va pouvoir commencer à aller regarder comment gérer tout ça au final, hein. Donc on représente, donc là dans ce tableau-là, on stocke 25 scripts qui vont permettre de gérer l'intensité de toutes ces LED là, de 0 à 9 ou en pourcentage. Donc c'est parti. Alors un tableau à deux dimensions, ça ressemble au petit truc que vous avez vu là au-dessus et niveau du tableau, bah, on va partir du principe que le microbit ne changera jamais. Et donc ce sera toujours une, longueur maximum de 25, toujours, des lignes de 5, des colonnes de 5 et donc en fait, c'est ce qu'on appelle des constantes, c'est-à-dire des variables qui ne changeront pas et vu qu'elles ne changeront pas, on peut les mettre en dur dans le langage et dire, «Tu peux la stocker, elle ne changera jamais» et ça permet de gagner un petit peu en performance et un petit peu en documentation, en lisibilité, d'avoir ça. Il faut savoir que du coup, les constantes, pour plus facilement s'apercevoir que c'est des constantes, on les met tout en majuscules pour se rappeler: «Ah oui, c'est vrai, c'est une variable qui ne changera pas dans le temps et qu'on ne peut pas changer». Alors, si on regarde dans la documentation du microbit, ils ont un display qui peut être clear, c'est-à-dire mis à zéro, c'est-à-dire remettre toutes les LED, à éteint. Bah, du coup, faisons ça. Donc on prend notre petit tableau de LED qu'on a créé au-dessus en export et alors for, ça veut dire pour chacun des éléments qui se trouvent dans ce tableau-là, eh ben, je vais aller faire quelque chose. Donc en gros, ça veut dire que ça va prendre les éléments qui sont dans le tableau un à un et ça va les stocker dans ce petit tiroir qui s'appelle éléments, qu'on a appelé nous-mêmes éléments et on va pouvoir chipoter dessus. Donc on va dire: «OK, bah, du coup, turn off», c'est-à-dire désactive cet élément-là. Donc on dit: «Prends tout le tableau, chacun des éléments, on les met à off». Donc du coup, dans ready, je vais pouvoir dire: «Bah, OK, au départ, tu me remets tout à zéro». Magnifique. Si jamais qu'il y a quelque chose qui traîne, c'est parfait. Du coup, on pourrait faire une méthode qui s'appellerait turn all LED on, c'est-à-dire qu'on les active toutes.
Donc on va faire ça, turn on, magnifique. Vous voyez, même idée, tableau, parcourir avec le in, on va prendre l'élément et on les turn on. Parfait. Du coup, on pourrait faire turn off. Tadam! Et vous voyez que soudainement, en fait, on a 2 fois le même code. Bah oui, parce qu'il y en a un qui est plus pour la documentation par rapport à la documentation d'origine, et puis il y en a un autre qui est littéralement plus français, qui dit: «Voilà, on fait ceci». Bah, du coup, on peut appeler l'autre méthode pour pas qu'il y ait de doublons. Magnifique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'implémentation d'une méthode, et ça, c'est ce qu'on appelle l'appel de méthode. Donc on définit ce qu'on veut, on implémente ce qu'il y a dedans, et puis on l'appelle là au-dessus. Tada! Bon, c'est la même chose comme je dis ici, mais c'est juste pour humainement que ça ressemble plus à la doc. Et puis clear, le mot clear, c'est très utilisé en informatique pour dire je nettoie, je remets à zéro. Ok. Alors si on veut mettre de la doc officielle pour les gens, ici on peut mettre 2 petits hashtags comme ça, et ça veut dire je mets un commentaire sur cette méthode. Ce qui veut dire que regardez, maintenant, si jamais je regarde avec mon curseur au-dessus, on voit que le commentaire qui se trouve là-bas, pouf, il est mis dans Godot et on va pouvoir l'utiliser avec les autres développeurs. C'est trop génial. D'ailleurs, si vous êtes de l'éditeur, pareil, vous mettez votre curseur sur certains endroits, il va vous dire: «Ah, c'est ça la doc», parce qu'il y a 2 petits hashtags. Très important. OK, magnifique. On peut activer, on peut désactiver. Bah, essayons de jouer un peu avec ça. Alors, on va faire votre premier, ce qu'on appelle un while true, c'est-à-dire pour toujours, en permanence. Alors, les while true, ils sont très dangereux parce que si vous faites un while true, ça veut dire à l'infini, mais ça veut dire que si vous ne les faites pas attendre, ça crée une boucle infinie. Cette boucle infinie va crasher votre application et vous pourrez, bah, du coup, l'utilisateur pourra plus utiliser l'application. Donc, il faut faire très attention avec un while true. Mais bon, ici, en l'occurrence, j'aime bien vous apprendre à l'utiliser, donc j'en fais un pour vous montrer. Donc print hello, c'est-à-dire j'affiche bonjour. Et alors quand on veut attendre en Godot, ce qu'on fait, c'est qu'on dit getTree, qui veut dire donne-moi le niveau actuel. Dans le niveau actuel, tu vas créer un node de temps, un timer. Son timer, c'est de 0,5, c'est-à-dire le temps qu'on veut qu'il attende. Et puis on va faire timeout pour dire bah, quand tu auras fini jusqu'à 0,5, tu m'avertis. Et donc du coup, quand tu m'auras averti, on va pouvoir continuer le await. Donc en gros, ça veut dire dans mon niveau, je crée un timer de 0,5 et t'attends un petit peu. Et une fois que tu auras fini, on pourra continuer ici. Magnifique. Et du coup, on se base sur un signal. Donc timeout, c'est un signal qui dit que le timer a fini. Donc voilà, magnifique. Donc on dit t'attends un peu, tu clears la zone, t'attends un petit peu. Puis ici, tu vas activer toutes les LED. Alors le clear, on va le mettre au tout début. Voilà. Et puis on désactive toutes les LED. Et donc là, ça va faire en boucle allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Tada! C'est pas magnifique? Alors, du coup, maintenant, j'ai oublié de vous dire un petit truc, un petit détail que je me suis aperçu hier quand j'ai chipoté avec les shaders. Les matériels de Godot, il faut se rappeler qu'ils sont partagés. C'est-à-dire que si vous changez la couleur d'un matériel, et ben ça change le matériel partout dans le jeu. C'est-à-dire sur tous les cubes ici. Donc si je mets un cube à rouge, bah, tous les cubes du cube deviennent rouges. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est demander à Godot, au démarrage de Godot, de dupliquer ce matériel et d'en créer un nouveau. Alors on va pas le faire à la main, hein, on va le faire au début dans le restart avec du code. Vous voyez, ici on pourrait le faire à la main, mais ce serait extrêmement lourd, extrêmement long, et on perdrait un petit peu de réutilisabilité, si je veux dire. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que dans le code d'hier, microbit change let color with signal, ici, j'ai rajouté une petite case ici, emit state at start, non c'est pas celui-là, c'est dans une autre, c'est dans l'autre, c'est dans celui-là, microbit set mesh instance 3D color. J'ai rajouté une petite variable qui s'appelle duplicate material at ready, c'est-à-dire duplique-moi le matériel quand le jeu démarre. Donc si le designer a coché cette case-là, voilà, ça veut dire qu'au tout démarrage, je l'aurais dit, si on vérifie déjà bah, qu'il y a quelque chose à changer, parce que sinon ça sert à rien et on avertit qu'il manque quelque chose. Si on vérifie que le designer veut qu'on duplique le matériel, si oui, bah, on va dire va chercher le matériel 0, c'est-à-dire le tout premier de la liste. Là, ici, dans notre cas, on n'en utilise qu'un seul. On vérifie qu'il existe bien le matériel, hein, parce que sinon, ça serait dommage. Alors, j'ai mis standard matériel 3D, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un standard, c'est juste un matériel. D'ailleurs, si on regarde dans la doc, il est mis matériel en retour. Donc du coup, je stocke juste un matériel. On vérifie que le matériel, il existe. S'il existe, et ben, le matériel, il a une petite méthode qui s'appelle duplicate, qui veut dire je prends tout ce que j'ai dans les paramètres et je fais un copier-coller que je te renvoie. Donc ici, on dit bah, matériel, donne-moi un copier-coller de toi-même. On a un nouveau et du coup, maintenant, on va pouvoir set le matériel avec le nouveau.
Voilà, et 0 encore une fois parce qu'on peut avoir plusieurs matériels sur un objet 3D. Magnifique. Donc maintenant, ça veut dire que, grâce à ce petit code qu'on vient de rajouter, dans notre, code qui définit la couleur du mesh, on peut maintenant changer, 1 à 1 la couleur de chacune des petites LED. Parfait. Alors, maintenant, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bah, faisons la prochaine méthode sur la liste, hein. Bon, il faut déjà trouver laquelle c'est la prochaine. La prochaine, on va essayer pouf, celle-là? Ouais, celle-là. Donc déjà, func, ça veut dire on crée une fonction, si vous vous rappelez. Display point, c'est juste pour moi me souvenir que c'était par rapport à l'écran, pour dire ça permet de en fait, il y a des noms de méthodes qui sont en collision avec les noms de Godot, par exemple clear, bah, c'est déjà dans Godot, donc je peux pas faire clear, je dois faire display underscore clear. Show, qui est dans le microbit, bah, je peux pas faire show parce que c'est déjà utilisé par Godot. Donc ce que je fais, c'est que je mets display underscore pour dire c'est bien le display que je suis en train de manipuler pour le moment. Set, ça veut dire on définit. All LED, bah, c'est-à-dire toutes les LED, avec un tableau. Donc ça va nous permettre de dire, bah, ok, prends ce joli petit tableau que je te donne, avec des pourcentages en flottant, et ça va nous permettre de configurer le tableau. Pour l'instant, on va juste lui donner un tableau et on va dire, vas-y, essaie de le configurer, s'il te plaît. Comment est-ce qu'on crée un tableau? Bah, déjà, il faut faire un petit peu attendre, voilà, on crée une petite variable. Une variable qu'on dit locale, parce que vu qu'elle est créée là-bas, elle n'existera que de là à là. Et puis elle sera détruite ici, et hop, on va revenir ici, elle sera recréée, puis redétruite. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une variable locale. Elles sont alloquées à la mémoire RAM de votre ordinateur, puis désallouées, puis détruites, par ce qu'on appelle un garbage collector en C#, mais en Godot, je sais pas c'est quoi l'équivalent. Mais ça veut dire qu'elle n'existe que ici. Ok, quel est le type qu'on veut stocker? Bah, tableau. Et alors, les petits crochets comme ça permet de dire le type qu'il y aura dans ce tableau-là. Et le type, c'est flottant. On fait égal, voilà, on met crochet crochet pour dire j'ai un tableau vide, magnifique. Et ce tableau vide, on va y ajouter des éléments. Voilà, par exemple 0,1, 0,1, voilà, on va changer un petit peu les valeurs pour que ça ait une sorte de dégradé. Puis on va mettre 1, 1, 1, 1, voilà, magnifique. Et nous voilà avec un joli petit tableau de valeurs. Ce tableau, on va le donner à la méthode qu'on est en train de créer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller créer la petite méthode. Tada! Et voilà comment on fait pour initialiser un tableau. Alors, ce joli tableau de flottant, bah, on va faire un petit for, encore une fois, qui veut dire pour chacun des éléments. Donc ici, on va lui donner un petit nom, genre pour Florine de Ray. In de given array, c'est-à-dire dans le petit tableau qu'on nous a donné. 2 points. Et ici, maintenant, bah, du coup, on va prendre chacun de ces éléments et on va aller demander au tableau qui possède les scripts de la LED. Et c'est comme ça qu'on fait pour demander l'ID du tableau. On dit: «Va chercher la petite liste», petit truc qu'on est en train de manipuler avec les scripts. «Tu me donnes cet index-là», qu'on n'a pas encore créé, c'est-à-dire le numéro 1, 2, 24, 22, des trucs comme ça. Et on va dire égal, et on va lui donner, la valeur qu'on a reçue ici. Donc c'est-à-dire float in the array. Alors vu qu'on n'a pas d'index, il y a 36 000 manières de le faire, mais ici ça me permet de vous montrer comment on fait un index à la main. On va faire une petite variable index, voilà, de type entier. Un index, c'est une sorte de compteur, et on va le mettre à 0. Et à chaque fois qu'on va passer dans le for, on va prendre l'index et on va lui rajouter 0. On va lui rajouter 1. Donc vous voyez, on fait index égale index plus 1. Donc ça veut dire que là, il sera à 0, là, il sera à 1. Puis là, il sera à 1, et là, il sera à 2. Puis là, il sera à 2, puis là, il sera à 3. Vous voyez un peu l'idée, jusqu'à ce que on ait fait tous les éléments qui se trouvent dedans. Voilà, magnifique. Alors égal, c'est pas vraiment égal qu'on va devoir utiliser, mais vous allez voir après, parce que c'est un script, donc on va faire point .set pour dire. Et alors ici, vous voyez, c'est toutes les petites méthodes qu'on a créées l'autre jour. Nous, ce qu'on veut faire, c'est set red color with %. Donc, on va prendre ce truc. Et là, on va devoir lui donner le pourcentage en flottant, comme on avait fait hier. Et donc, du coup, on va lui donner ce qu'il y avait dans le tableau. Tadam! Magnifique. Donc là, on fait parcours tous les éléments. Au fur et à mesure, je compte la valeur, et cette valeur, on va l'utiliser pour définir la LED. Pam 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 pam. Alors, il faut quand même vérifier quelque chose, c'est que votre index, il n'aille pas dans les zones interdites. Bah oui, s'il est plus grand que la taille du tableau, ça va être problématique. Donc juste pour être sûr de ne pas faire des bêtises, on dit bah, ok,
le petit index là-bas, s'il est supérieur au nombre de LED disponibles, et ben, on est dans le caca, donc du coup, on se barre. Il y a pas besoin d'aller plus haut que ça. Alors, j'ai pas mis le nombre de LED disponibles, mais le nombre d'index. Parce que le nombre de LED, c'est 25, mais réellement, le tableau, il commence à 0 et pas à 1. Donc en gros, c'est plutôt l'index, c'est 24. Donc si c'est plus grand que 24, bah, on doit partir parce qu'on est au dehors de la limite. Vous voyez? Donc ça, c'est un truc très important à comprendre. Magnifique. Donc là, return, c'est un peu particulier. Il y a 3 mots qui sont bizarres. Il y a return, continue et break. Donc return, ça veut dire je me barre de tout cet endroit-là. Je pars de la fonction, je me barre, allez hop, on disparaît et on arrête. Break, ça veut dire je me barre de la boucle dans laquelle je me trouve, le for ici. Et continue, ça veut dire je continue à la prochaine étape qui se trouve là-bas, aux prochains éléments du tableau. On va avoir l'occasion de chipoter un peu avec au fur et à mesure de l'exercice, mais c'est ça. Donc return, break et continue. Donc ici, en l'occurrence, on veut juste se barrer si on a atteint la fin du tableau. Donc là, vous voyez, on a un truc qui fait boum boum boum, et puis ici, on a notre fameux dégradé de couleur qu'on a donné. Donc on a 0, 0,1, 0,2, ta 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 ta, et puis le 1, 1, 1, 1. Bah, c'est ce qu'on veut, c'est cool, c'est génial. Et donc du coup, on vient là de faire notre première implémentation d'un truc qui permet de définir les LED. Bon, le truc, c'est qu'on ne sait pas si les développeurs ils vont nous donner des pourcentages ou des valeurs de 0 à 9, sachant qu'il peut nous donner différentes choses en tant que développeur. Ça dépend de comment lui il fait son code. Donc on va essayer de faire la même chose, mais avec des entiers. Finalement, bah, c'est un gros copier-coller de ce qu'on a fait ensemble, sauf qu'on va changer deux trois petites choses. Genre ici, c'est plus 7 personnes, mais c'est 7 color, int et machin. Voilà. Et pareil, le petit nom, faut faire gaffe quand on fait les copier-coller pour la doc, de bien changer le nom qui se trouve là-bas. Donc pareil pour les lettres. Voilà. C'est plus ou moins la même chose. On fait appel à la méthode. Vu qu'on a créé l'autre jour une truc qui nous permettait de différencier les chars pour transformer ça en des 0 et des 9, bah c'est parfait. C'est vraiment ça que j'aime bien dans l'informatique, c'est que vous cassez la tête à réfléchir à comment faire un bout de code, et puis après vous n'avez plus besoin de réfléchir, il n'y a plus qu'à évoquer. Vous dites fais ça, débrouille-toi, je sais que tu peux te débrouiller, vas-y fais. Alors comme je disais, ici c'est des strings, plus des flottants et des int, donc du coup on change les noms juste pour que la personne qui vienne relire après, vous ou un autre, puisse comprendre ce qui se passe. Ce qui veut dire que maintenant, techniquement, je peux faire des petits tableaux d'entiers ou des petits tableaux de strings. Donc ici, un entier, bah, c'est des nombres sans virgule. Donc sans virgule, ouais, comme ça. Donc on fait un joli petit tableau. Voilà, magnifique. Ce petit tableau, alors on va faire exprès de le faire déborder pour voir ce qui se passe. On le met en entier pour voir si ça va pas faire péter mon application. Ici, du coup, c'est plus vraiment un tableau de flottant, mais un tableau d'entier. On lui donne. Magnifique. Tant qu'on y est, on va préparer aussi celui avec les strings. Voilà. Alors les strings, c'est un petit peu un cas un peu marrant parce que les strings, c'est des tableaux de caractères. Et donc du coup, on va pouvoir un peu jouer avec ça dans l'exercice juste après. Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On met des petits guillemets pour dire que c'est du texte. Poup, poup, poup. On vire tout ça parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Dans celui-ci, on va en mettre moins que la taille du tableau. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir ce que ça donne. Donc ici, boum. Le premier, il faisait bien le dégradé. Le deuxième ici, il a l'air de faire des trucs un peu bizarres. Bah, c'est normal parce qu'on a fait des trucs aléatoires, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais donc du coup, ouais, on le voit, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc ouais, ça marche. Et quand on a déplacé, vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur, ça n'a pas pété. Ah oui, parce qu'on lui a dit si c'est supérieur à 25, tu te barres. Magnifique. Par contre, je crois que j'ai pas mis de clear devant, c'est-à-dire de nettoyer ce qu'il y avait avant de 7. Donc ici, à chaque fois qu'on va nous demander, tiens, voilà le tableau, au cas où si le tableau ne va pas jusqu'à 25, il faut nettoyer ce qu'il y avait avant. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus propre, que j'utilise un peu plus loin dans la vidéo, mais là pour l'instant ça nous suffira. Donc je dis juste, tu prends le tableau, tu le remets à 0 avant de le chipoter avec. C'est peut-être pas une bonne idée parce que ça peut envoyer un double événement, un événement où ça se nettoie, un événement où ça se nettoie pas, mais pour l'instant ça nous suffira. Donc voilà, tadam! Ça permet de nettoyer par exemple dans le premier cas ici, vous voyez, celui-là, bah, en fait il était tout rouge alors qu'il ne devait pas. C'est pour ça que j'ai dû corriger ça. Magnifique! On est bon. Alors, vous voyez que ici, si on regarde l'exemple de Microbit, eux, ils font des sortes de petits tableaux comme ça rectangulaires.
Alors ce tableau rectangulaire, on va le récupérer. Voilà, magnifique. Poup, poup, poup. Sauf que vu que nous on n'a pas encore prévu, ce tableau rectangulaire, on va juste mettre tous les caractères l'un derrière l'autre comme ça. Donc yop, yop, yop. On va virer ces petits bouts-là, on va les mettre tous l'un derrière l'autre. Voilà, parfait. Et en fait ça, on a une méthode qui s'appelle split, qui veut dire tu me divises tous ces petits bouts-là en des petits bouts. Et alors si vous mettez rien dans split, ça veut dire juste tous les caractères, tu les sépares les uns des autres. Tu fais un tableau de string. Ici, vous voyez, un tableau de string. Sauf que si on regarde à la doc, il y a 2 manières de faire un tableau de string. Il y a un tableau de string comme ça, et puis il y a packed string array, qui est un autre format plus constant, plus solide. Donc celui-là, c'est plus quand on va faire une sorte de liste, on va chipoter avec, et celui-là, c'est plus quand on le transporte ou quand on le stocke. Mais du coup, ici, quand on fait split ta, il nous fait une sorte de paquet comme ça, un peu à la dure, qui est constant. Donc du coup, bien, c'est chouette, mais nous, on a un tableau de string, donc il va falloir le convertir. Vous voyez? Mais du coup, moi je connais pas Godot assez, donc va falloir que j'aille regarder un petit peu. Le false ici, c'est pour dire on veut pas tout ce qui est espace. C'est parce qu'en lisant la doc, il y avait un truc qui était là, j'étais en mode: «Ah bah c'est bien, c'est cool». Donc ici, vous voyez, j'étais pas encore au courant qu'il allait planter, donc c'est ça le problème des langages interprétés, c'est qu'ils plantent pendant qu'on joue et pas avant. Voilà, donc voilà, il est arrivé sur le code, il a fait: «Mais attends, tu as fait une erreur ici, je l'avais pas remarqué, mais tu as fait une erreur». Donc il me dit: «Bah voilà, tu as fait une erreur ici, les string package machin, bah c'est pas la même chose qu'un tableau de string». Donc du coup, j'ai fait ce que tout bon développeur fait quand il tombe sur un message d'erreur, il va apprendre quelque chose. Donc je vais sur internet, pom pom pom, je demande à la communauté comment on fait pour traduire de ce truc-là à ce truc-là, je lis deux trois posts Reddit. Il y a deux trois solutions différentes. C'est ça aussi le métier de l'informatique, c'est de trouver la solution qui correspond le mieux. Par exemple, celle-là, elle était intéressante. Donc finalement, c'est celle-là que j'ai utilisée. Mais j'ai quand même regardé après d'autres. Il y avait celle-là qui était un peu plus dure à lire pour un débutant, donc je me suis dit: «Je préfère la première solution». Et il y avait la solution de facilité ici en dessous, mais je ne crois pas que ça aurait marché, donc je me suis dit: «Bon, c'est pas grave». Mais par contre, le join, super intéressant et vous devez apprendre à l'utiliser, donc je me suis dit: «Bah, c'est parfait, je vais pouvoir vous le montrer». Donc admettons, je reviens avec le, assign. Donc nous, on va essayer de faire le petit assign. OK, magnifique. Donc il nous faut un petit tableau vide dans lequel on va pouvoir rajouter des éléments avec .assign. Vous voyez ici? Donc je vais faire un petit tableau, voilà. Alors je ne sais pas s'il faut que je l'initialise avec rien dedans, donc je l'ai fait. On fait mon tableau, point, méthode assign, et là on doit lui donner notre fameux package string, le fameux truc là qu'on essayait de donner, et tada! Et donc normalement il devrait me l'ajouter dans le tableau. Alors ça a marché, mais sur le moment même je me suis pas rendu compte que j'avais pas donné la variable ici dans la méthode. Donc je fais play, je vois que ça marche pas, je fais: «Non mais merde, c'est censé marcher mais ça n'a pas marché». Donc du coup, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais le faire à l'ancienne alors, hein». Et à l'ancienne, ça veut dire un bout par un bout. Alors comment on fait un bout par un bout ce que je viens de faire là? Eh ben, c'est parti, hein, je vais vous montrer. On va faire comme le gars au tout début de la vidéo qui disait que c'était pas très élégant, mais qui cherchait une solution, comme ceci. On fait un joli tableau, voilà, et on fait une petite boucle qui parcourt chacun des éléments du premier tableau. On les copie et on le met dans le deuxième tableau. Alors ça, c'est happen, ça veut dire ajoute-moi au tableau en cours. Donc on prend ce gros tableau qui est dans un certain format, on dit tu le parcours, on prend l'élément et on le rajoute, boum, dans l'autre là-bas en tant que string. Bon du coup c'est pas super élégant parce qu'on copie un à un chacun des éléments, mais ça marche. Tadam! Donc du coup, je prends le texte qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire ici je change un petit peu parce que c'était pas très bien écrit, voilà, et c'est là que je m'aperçois que je me suis gouré sur le nom de la méthode. Je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, comme ça on voit deux manières différentes de faire». Et donc ici, tada! Vous avez vu, on a le joli petit diamant. Tadam! C'est-à-dire que quelqu'un m'a donné des, petits chiffres et ça donne un joli petit diamant. C'est ce texte-là qu'on a été chercher de Microbit. Bon, bah, maintenant que j'ai vu que c'était, juste moi qui m'étais planté, je reviens en arrière, je mets assign, je vérifie que ça marche. Voilà, pop, 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 hop, je le mets dedans, je vérifie que ça marche, on a bien le diamant, ça va, c'était bien moi qui ai une andouille, on peut continuer. Donc je vire le commentaire, vu qu'on ne va pas utiliser l'autre méthode non élégante, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a ça, bah, on va passer à la méthode suivante, hein. C'est un peu le principe de cette vidéo. Tant qu'il reste des méthodes, ben, il reste des trucs à apprendre et des choses à faire.
Donc ici, on a le display clear, magnifique. On a le truc avec les entiers, on a le truc avec le texte. C'est hyper beau. La méthode suivante, function display all LED with text. Alors, bah, en fait, c'est un peu la même chose au final, hein. On me donne un tableau et je le définis avec du texte. À la différence qu'ici, plutôt que d'avoir un tableau de string, comme nous on vient de créer, on a un texte. Et en fait, les textes, les strings en informatique, c'est juste un tableau de caractères. Sachant que les caractères n'existent pas dans Godot, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on a un tableau, on a un texte qui est composé de plein de petits textes, en gros. Donc ici, on dit: «Prends mon petit texte» et dedans, on va prendre chacun des éléments, donc les caractères, hein, sous format de texte et on va dire: «Bah, tant que tu as pas, atteint le tableau, pour chacun des éléments, on va aller, demander à la LED de s'afficher avec le caractère qu'on a récupéré ici». Vous voyez? Donc en fait, c'est pas très compliqué au final, c'est exactement le même code qu'on a fait, parce qu'en fait, des strings, c'est des tableaux. Donc ici, je vais pouvoir prendre le texte, voilà, pom pom pom. Je lui donne le fameux texte qui est là-bas. Donc ici, on va en faire un nouveau, allez, pour le fun, 1111 00 pour faire 2 grosses lignes. Et ah, ça va pas marcher? Ah bah oui, on a mis des 1. Et des 1, on l'a vu à peine, parce que c'est des 9 qu'il nous faudrait. Magnifique. 9 d'intensité, donc c'est-à-dire à full. On met des petits zéros pour vous montrer un petit problème, des petits espaces pour vous montrer un petit problème. Tac, voilà. Donc on a bien notre première ligne. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et puis là, on voit qu'il y a un petit problème. La ligne, elle a continué ici. Bah oui, parce qu'on a mis des espaces. Dans le texte, on a mis des espaces pour avoir plus facile humainement de lire. Donc il faudrait qu'on retire ces espaces. Donc, on va créer une petite méthode, ici, function, qui dit: «Vas-y, remplace-moi tous les espaces, tu me les vires, s'il te plaît». Donc remove all the space of the text. Donc donne-moi un texte, donc c'est un petit tiroir avec le texte dedans, et je te retourne un autre petit tiroir, un nouveau tiroir, sans les espaces dedans. Donc on fait text replace, c'est une méthode très connue en informatique, qui dit: «Remplace-moi ce petit bout-là par ce petit bout-là». Donc là, tous les espaces vont être remplacés par rien. Le problème, c'est qu'il existe d'autres espaces. Les tabulations, ce qu'on utilise ici à l'avant des codes. Il existe les backslash n et les backslash r. Alors backslash n et backslash r, c'est retour à la ligne, sauf qu'il y en a deux différents dus aux machines à écrire de d'antan qu'on utilisait. Donc du coup, backslash r, backslash n, voilà. Alors c'est des backslash, pas des slash, voilà. Il en existe d'autres de type d'espace blanc, mais c'est les principaux. Alors, vu que Microbit, eux, ils utilisent 2 poids pour séparer les textes, je me suis dit que j'allais rajouter aussi replace, point et 2 points. Magnifique. Alors du coup, ce petit truc, il va retirer tout ça. C'est bien, c'est chouette. Tan tadam. Donc ici, vous voyez, on lui donne le texte, mais du coup, il retourne le texte. Donc il faut faire le texte actuel est égal au texte que je te donne, moins les espaces. C'est ça qu'on vient d'écrire. Parfait. C'est pas beau. Bon, c'est pas le plus élégant, hein, il y a d'autres méthodes, mais le but c'est d'apprendre chacune des petites méthodes que vous devriez connaître, donc une chose à la fois. Donc ici, on regarde, tadam! Ça marche. On a plus ces fameux espaces, donc on a notre texte qui est plus facilement lisible et qu'on peut setter. Alors, on aurait une autre méthode qui pourrait être de dire, bah, en fait, tu me retires littéralement tout, sauf les chiffres. Remove all that is not 0 to 9. Voilà. Donc on nous donne un texte, magnifique, et on veut que les chiffres. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une liste. Et alors, en Godot, donc en C# en Rust et tout, il y a des listes, des tableaux, des H7, des dictionnaires, il y a des tonnes et des tonnes, il y a des listes liées, il y a des tonnes de façons de lister et de faire des tableaux. En Godot, les listes, c'est aussi des tableaux. Donc en gros, c'est pas statique, c'est dynamique. Ça peut grossir, ça peut rétrécir. C'est eux qui se chargent de tout. C'est un langage qui est là pour qu'on ait que l'envie de designer et pas l'envie de réfléchir au code, on va dire, si je dois résumer. Donc ici, on a notre petite liste. On va faire array de string. Cette liste, pour l'instant, elle a rien dedans. Magnifique. On va parcourir chacun des caractères du texte. Voilà, magnifique. Et on va dire, bah ok, est-ce que le caractère, c'est 0, ou A, ou 2, ou 3, ou 9? Alors, on pourrait utiliser un match. C'est ça que je voulais vous montrer un petit peu. Sauf qu'en fait, je maîtrise pas assez le match. Et puis je me suis dit que c'était un peu compliqué à expliquer et j'avais envie de vous montrer autre chose.
Donc finalement, j'ai retiré le match parce qu'on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, hein, le match, hein, si vous vous souvenez. Et j'ai plutôt utilisé un if classique. Alors ici, on va utiliser un if avec c, voilà, c égale 0. Puis là, on va utiliser un or qui veut dire si ceci ou cela. Puis on remet une deuxième condition qui dit 1, puis ou cela, puis 2, puis ou cela. Donc est-ce que c'est celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là? Et donc du coup, on va faire ça plein de fois. Alors vous voyez que quand on a un texte comme ça qui devient un petit peu long, ça devient chiant. Et donc bah, le fait qu'en Godot et en Python, on ne peut pas revenir à la ligne, bah oui, vu qu'on n'a pas des guillemets, des points-virgules pour séparer les lignes et tout, comme en C#, et ben c'est un peu chiant. Et donc du coup, il y a un petit truc qui s'appelle backslash, qui va nous permettre de dire, il en faut un seul, qui nous permet de dire, bah, en fait, ça continue à la ligne suivante. Ici, voilà, je mets 0, 1, et puis alors après, on les met les 9. Voilà, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, magnifique. Et alors là, j'étais pas sûr de pourquoi il y avait une erreur, donc du coup, j'ai un peu galéré, mais vous inquiétez pas, c'est mon cerveau qui a pris un petit peu son temps. Mais basiquement, c'est juste parce qu'il y a pas du code derrière, donc j'étais en mode, panique. Il me suffisait de lire l'erreur qui était là en dessous, hein, basiquement. J'étais en mode: «Ah merde, j'ai peut-être gouré, c'est peut-être pas comme ça qu'on utilise Godot». Puis je me suis dit: «Bah si, c'est comme ça». Voilà, magnifique. OK, donc on dit, parcours tous les caractères de ce texte. S'il y en a un qui ressemble de 0 à 9, à ce moment-là, on prend la liste et on y append. Append, ça veut dire rajoute-moi par derrière, enfin derrière la liste. Titre, le C qui est là-bas, le petit caractère. Magnifique. Donc maintenant qu'on a fait une liste de tous les caractères, on fait, list.join. En fait, on va reprendre ce tableau et on va les refusionner ensemble. Alors comment on les fusionne? On met le caractère qui les sépare, ici, bah, rien. Si on avait mis virgule, on aurait eu 0,0,01,2, enfin tu vois? Alors qu'ici on n'a rien mis, donc ça va faire 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin voilà, ce genre de truc. Donc petit guillemet pour join et on lui donne la liste. Et là, il va nous fusionner tous les éléments. Vous voyez ici, il y a un exemple avec Apple et avec, ici on met un virgule devant et ça va séparer avec des virgules au milieu des trucs. Parfait. Donc ici maintenant, on n'a plus besoin du coup de dire retire-moi les espaces, on dit juste retire-moi tout ce qui n'est pas des 0 et des 9 et on est bon. Ce qui veut dire que je devrais pouvoir vous montrer un exemple où je mets du texte aléatoire dedans. Et on va aller s'amuser. Donc là, j'ai le fameux format qu'on aimerait bien faire, et puis je vais écrire plein de textes débiles dedans, et on aura toujours le format qu'on voulait. Ah oui, parce qu'on les a retirés. Tada! Vous voyez? Ça n'a pas eu d'impact. Donc du coup, on peut mettre des deux poids, des virgules, on le met comme on veut. D'ailleurs, en parlant de comme on veut, en Godot, il y a un élément qui s'appelle les commentaires multilignes, qui en fait sont juste du texte multiligne. C'est-à-dire que vous pouvez stocker du texte avec des retours à la ligne si vous mettez 3 guillemets. Donc 3 guillemets, ça veut dire derrière moi, il y a du texte qui a besoin d'avoir des lignes, des retours de lignes. Tada! Magnifique. C'est quand même plus lisible, hein. Donc ici, on va faire une sorte de petit yin-yang, là, une sorte de petite bordure, magnifique. On va voir si ça marche, parce que vu qu'on a dit de retirer tout ce qui n'est pas des 0 et des 9, ça va retirer aussi les retours de ligne, les tabulations, les espacements. Normalement, ça devrait marcher. On fait play, et tada! Tadadada! Donc là, on a réussi à faire une sorte d'image, un truc qui nous permet de dire, vas-y, donne-moi cette image-là avec les LED, comme on a dans l'exercice de Microbit, comme on a dans le site web de Microbit. Alors, pour vous montrer, on pourrait les stocker, par exemple. On pourrait mettre image underscore empty en constant. On dit que c'est un string. Alors, je ne vous l'ai pas encore montré dans mes vidéos, mais deux poids égales, ça veut dire j'aurai le même format, donc ici le format par exemple ça, que l'élément que je vais stocker là-bas. Donc c'est-à-dire que j'aurai un format string. Alors c'est un truc de paresseux d'écrire ça comme ça. J'aurais dû mettre deux points string égale, mais c'est vrai qu'en même temps je me suis dit c'est l'occasion de vous montrer. Donc là ça veut dire je suis un string et je le stocke dans ce format-là. Tada! On a empty pour dire, bah, il y a rien, et on va avoir un autre qui va s'appeler, full pour dire, quand on veut tout allumer ou quand on veut tout éteindre. Voilà, là on met des zéros pour empty, l'autre on va mettre des 9. Alors ici je l'ai appelé image border et image full. Donc image full, bah, 999, 999, 999 qu'on va mettre. Alors, du coup, bah, comme je vous disais, en programmation, on peut faire de différentes manières. Par exemple, le fait d'activer toutes les LED, maintenant qu'on a ce truc-là,
On pourrait dire, bah, en fait, tiens, prends ce bout de texte et tu me l'actives avec image full ou image empty. Tu veux dire, bah, tu me prends ce format et tu me le dupliques. C'est moins performant, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes manières de faire en programmation. Le problème, c'est qu'en ayant fait ça, on a créé une sorte de boucle infinie sans le vouloir. Vous voyez ici, Stack Overflow. En fait, vous voyez le display clear? Bah, en fait, il est appelé door remove, il est rappelé ici, et en fait, ça fait une sorte de boucle infinie, et donc il n'en s'en sortira jamais. Il appelle une méthode, qui appelle une méthode, qui appelle une méthode, qui appelle une méthode, et je m'en suis aperçu bah, en le faisant. C'est un truc assez classique, c'est ce qu'on appelle un Stack Overflow. Il a fallu le temps que je lise mon code, je me suis dit: «Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, ni 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 et puis je me dis: «Bah, OK, bah, comment je vais corriger ça?» Donc ici, j'essaie de retirer tous les espaces, voilà, en me disant je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être parce que le tableau est trop gros et ça va faire tout péter». Donc ça, c'est aussi le métier d'informaticien, c'est de se dire: «Bah, où est-ce que j'ai fait de la merde?» De relire son code et de comprendre. C'est pour ça qu'il faut que le code soit très clair, au cas où si vous devez revenir relire plus tard. Magnifique, remove all machin, OK. Bah, du coup, on va passer un petit peu plus loin. On va essayer de comprendre là où on a fait l'erreur et là, je crois que j'ai compris l'erreur plus ou moins à ce moment-là de la vidéo. Vas-y. Je me suis dit: bah, c'est pas grave. Pour l'instant, on va corriger ça d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais vous montrer la manière dont on aurait dû faire à la base, avant de faire ça. C'est juste que, bah, du coup, ça vous permet d'apprendre 2 manières de faire. Plutôt que de faire un truc, comme ça où on retire tous les éléments et puis on parcourt jusqu'à ce qu'on arrive au tableau maximum, voilà, on va changer un petit peu tout ça. Donc ici, on va dire: «J'ai envie de prendre le tableau, de parcourir tout le tableau et puis de voir si dans le texte, il y a un élément qu'on peut utiliser». Comment expliquer ça? Alors vous voyez, j'étais en train de créer, j'étais en mode: «OK, attends, comment je le fais?» et j'étais en train de tester. Le code, c'est un peu comme de la sculpture de la terre, c'est-à-dire que, vous n'avez pas nécessairement la réponse dès le début. Vous voyez ici, là, je suis en train de chercher un petit peu, mon code, c'est vos doigts qui créent le code, c'est pas le vous qui créez le code, c'est vos doigts qui sont en mode: «Je ferais peut-être bien ça comme ça» et puis au bout d'un moment, ça devient clair dans votre tête et vous faites: «Ah, bah, je vais le faire de cette manière». C'est pour ça que je suis un petit peu en train de vous parler le temps que le code se construise. Mais c'est ça qui est en train de se passer dans ma tête en face de l'écran ici, je suis en mode: «OK, comment je vais m'en sortir?» Et je vais attendre que le code soit un petit peu plus loin pour vous expliquer. Je vais même d'ailleurs skipper, parce que c'est plus intéressant une fois qu'il est bien fait. Voilà, magnifique. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit, plutôt que la méthode dont on avait fait avant, je lui ai dit: «OK, tu prends le texte, tu retires tout ce qui est des 0 et des 9, magnifique. Tu ne fais pas le clear qu'on avait ici à l'avant, juste, qu'on utilisait avant. Tu me dis: «Le texte, il fait quoi comme taille?» Voilà, size of the text. Donc plutôt que de parcourir selon la taille du texte, on va littéralement parcourir tous les éléments du tableau. Donc ici, on va dire range. Range, ça veut dire crée-moi un tableau qui va jusque-là. Donc on aura un tableau qui sera composé de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 25. Exclusif, c'est-à-dire sans le dernier, donc jusqu'à 24. Donc on a un tableau qui va de 0 à 24. On l'utilise et on dit, bah du coup, parcours-moi ce tableau. Pour chacun des éléments, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu vas vérifier que l'index de ce truc est pas supérieur à la taille du texte. Par exemple, si on est à 10 et que le texte il fait que 3 de longueur, bah, du coup, on va juste mettre la LED à off, quoi. On nous a pas donné assez de texte, bah, du coup, on tourne la LED à off. OK? Par contre, si, il y a toujours du texte, bah, à ce moment-là, on prend à l'index où on se trouve le texte, on va chercher le texte ici, on dit l'index numéro 3, OK, bah, est-ce que dans le texte on a assez de taille? Oui. Bah, du coup, on va dans le texte, on prend le troisième caractère et on le donne pour définir la LED. Vous voyez, c'est une manière un peu différente, c'est plutôt que de partir du texte, on parcourt toutes les LED et on vérifie qu'il y a bien un texte pour chacune des LED. C'est ça en gros que je suis en train de faire. S'il n'y a pas de texte, on le met à off, s'il y a du texte, on prend le texte. Tadam! Donc du coup, on n'a plus besoin d'appeler le clear qu'on avait mis au début et du coup, on n'aura pas le problème. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes manières de faire en programmation, ce qu'on appelle des algorithmes,
par exemple, pour trier des tableaux, bah, il existe par exemple 100-200 façons de trier un tableau. S'il est déjà pré-trié ou pas, si il y a des chiffres qui sont très séparés les uns des autres, si c'est un tableau plus ou moins unifié, il y a vraiment des tonnes et des tonnes, et ça c'est dans les études d'informatique, c'est généralement 2-3 semaines à apprendre le tri des tableaux. C'est ridicule, mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 36 000 manières de faire. Alors, magnifique, on a fait d'une manière, on est content. Donc du coup, maintenant on peut passer à la suite. Set all the LED to percent. Bah maintenant vous avez compris comment ça marchait. On va faire un petit for, voilà, pour la taille de mon tableau. Voilà, on va utiliser cette nouvelle manière de faire, hein. Pour la taille de mon tableau, j'ai un index. Cet index il va me permettre d'aller voir la LED, et la LED, on va la tourner à off. Donc je vais dire, sauf que ici c'est pas vraiment tourné à off, vu qu'on a un pourcentage. On ne veut pas la tourner off, on veut juste dire: «Bah, tiens, prends ce pourcent». Ça va nous permettre de dire, bah, mettre toutes les LED à 20, à 1, à 100. Donc ici, on lui donne le pourcentage. Magnifique. Pas compliqué, hein? Pour chacun des éléments, tu mets le pourcent. Bon, par contre, du coup, on doit le faire aussi pour int et pour string, parce que vu qu'on a pris le pli de faire les 3, bah, on fait les 3. Pourquoi est-ce qu'on fait les 3? Bah, parce que, il y a des développeurs qui vont préférer travailler en pourcent. Notre microbit, il aime bien utiliser de 0 à 9. Et la doc de microbit, elle est en caractère, en string. Donc on met les 3 et les développeurs, dans le futur, nous remercieront d'avoir fait les 3. Donc ça nous fait un peu chier, mais ça nous permet aussi de voir les conversions et de voir un peu. De toute façon, il n'y a pas 36 000 primitifs, hein, dans Godot. Comme vous avez pu voir, on a flottant, int, string. C'est déjà presque tous les primitifs disponibles, c'est-à-dire les variables brutes. Ok, magnifique. Bah, du coup, on fait pareil pour le string. Tadadada, 0 à 9. Magnifique, on lui passe. Et voilà. Donc on pourrait aller tester ça, voir un peu comment ça marche, hein. Donc ici, plutôt que d'utiliser display avec un tableau d'images comme on faisait juste avant, bah, on peut utiliser maintenant les pourcentages, hein. On peut dire: «Vas-y, tu me le mets à 1, tu me le mets à 0». Vous voyez, il y a 36 000 manières de faire, mais ici, vous devez choisir vous-même, c'est laquelle vous préférez. Donc ici, on parcourt tous les LED et on les met à 1 ou on les met à 0. Alors, voilà, voilà. On les sépare avec un peu d'espace pour que ce soit plus lisible et on passe au suivant. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est bien beau de savoir définir tout un tableau d'un coup, mais nous, c'est pas tout un tableau, c'est juste un élément du tableau qu'on voudrait définir. Vous voyez, ici, on va dire définis-moi cet index-là. Sauf que le problème, c'est que si on va en dessous de 0, on a des problèmes, et si on va au-dessus de la taille du tableau, on a des problèmes. Et vu que le tableau, on sait qu'il fait 25, eh ben, on va pouvoir lui dire, bah, est-ce que la valeur, elle est valide entre 0 et 24. C'est juste une sorte de protection pour notre code en mode, ok, je préfère que je sache que je vais me planter. Donc ici, on va faire if la valeur est inférieure à 0 ou que la valeur est supérieure ou égale à 24. Et puis là, je me suis rappelé que je pouvais montrer que ça, c'est ce qu'on appelle une condition. C'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement obligé de le mettre dans un if. C'est juste que ça va produire un vrai ou un faux. Est-ce que ça, c'est vrai? Et nous, ici, ce qu'on veut, c'est est-ce que ça, c'est vrai à la fin, booléen, vrai ou faux? Et donc, on peut juste faire retourne-moi l'équivalent de cette équation qui va retourner un vrai ou un faux. Alors, il y a ce qu'on appelle les mathématiques booléennes, qui est super marrante à étudier, mais c'est un sujet d'informatique de gestion. C'est comment on peut faire des additions et des multiplications de 1 et de 0, de vrai et de faux. Et ici, bah, ça peut s'écrire aussi de cette manière-là. On va transformer le OR et on va mettre un AND. Vous allez voir. Dan, 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 on va prendre ça et on va plutôt dire si c'est supérieur ou égal, voilà, et que c'est inférieur ou égal. Tadam! Presque la même chose. Bon, il y avait des petites nuances parce que je m'étais déjà planté à la base, mais c'est ça l'idée. Donc ici, magnifique, on a une sorte de petite condition qui nous permet de vérifier que l'index, il est bien entre 0 et 24. Donc ici, au début de notre méthode, on va pouvoir dire, bah, déjà, est-ce que l'index, il est bon? Si l'index, il est bon, bah, je pars du principe qu'on nous a donné les bonnes LED, donc j'ai pas besoin de vérifier qu'elles sont nulles ou pas, parce que sinon ça va créer un message erreur, il vous manque une LED. Et on va pouvoir définir la couleur avec la valeur qu'on m'a donnée. Voilà. Donc vous me donnez l'index à changer, donc c'est-à-dire 2, 3, 24, le pourcentage que vous voulez. Moi, je vais aller vérifier qu'on peut le faire, et puis je vais aller le faire.
Donc je vais aller dans la LED numéro 3 et je vais définir sa couleur avec le pourcentage. Tada! Bon bah du coup, maintenant qu'on sait faire ça, pareil pour les autres, hein. Donc ici c'est exactement la même chose. On fait des copier-coller, on change un petit peu tout, on ajuste et on va tester que ça fonctionne. Alors, tester que ça fonctionne, c'est super important. Et si vous utilisez des IA, c'est 4 fois plus important parce que les IA vont créer des erreurs que vous ne voyez pas. Et donc du coup, si vous utilisez de l'IA, vous devez absolument faire ce qu'on appelle des tests unitaires, c'est vérifier que votre code fonctionne comme vous avez prévu qu'il fonctionne. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Alors ici, du coup, on dit bah, pour chacun des éléments, on va aller vérifier que ça fonctionne. Donc du coup, on va prendre display set, la LED, magnifique. On lui donne un pourcentage de 1 pour dire mets-toi à plein régime, un pourcentage de 0, on met un petit peu de temps entre chaque. Et là, du coup, normalement, on devrait pouvoir voir toutes les LED. Alors, vous voyez, je me suis planté ici, j'ai mis max LED. Ah non, c'est pas ici que je me suis planté, c'est plus loin. Et max LED count, c'est le nombre de LED qu'on a. Donc ici, vous voyez, regardez, hop, 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 tada! Ça active et ça désactive. Alors, vu qu'on n'a pas fait un clear devant, bah, il y avait déjà des LED d'activer. Donc, il nous faudrait un petit clear devant. Voilà, display, clear, magnifique. Alors, on va le faire aller un peu plus rapidement. Et alors, off for, c'est une boucle. Il existe ce qu'on appelle des boucles à double dimension, à triple dimension, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un for dans un for dans un for dans un for dans un for. Par exemple, ici, on va faire un petit for qui veut dire je veux que ce qu'on vient de faire là ensemble, je veux le faire 3 fois d'affilée. Vous voyez? Donc, je vais dire fais-moi 3 fois le parcours de chacune des lettres très rapidement. Et 3 fois de fait, c'est bon, je passe à la suite. Tada! Donc ici, range, ça veut dire bah, tu me le fais une fois, tu me le fais 2 fois, tu me le fais 3 fois, et tu me stockes l'index dans Y si jamais j'ai besoin de l'index dans mon code. Et donc pour chacune des lettres, donc 25 fois, tu vas prendre le temps de le mettre à 1, d'attendre un petit peu, de le mettre à 0, d'attendre un petit peu, et puis de passer à la suivante. Tada! Une boucle dans une boucle. C'est ce qu'on appelle une boucle à 2 dimensions. Et ce qu'on va devoir utiliser par la suite du coup. Alors, magnifique. Bah du coup, ce qui serait peut-être bien, bah, ce serait peut-être de récupérer l'état de mon tableau. Voilà. Donc de voir un peu à quoi ça ressemble mon tableau finalement. Donc ici, vous voyez, il faudrait qu'un développeur puisse demander bah, mon tableau il ressemble à quoi, niveau du pourcentage, niveau des INT, au niveau du texte. Magnifique. Mais je crois que je l'ai laissé pour un peu plus tard parce que c'était complexe et je me suis dit, il y a peut-être autre chose à aller regarder. Et c'est les switches. Ah oui. Alors, on pourrait faire un truc, ce qu'on appelle un toggle, c'est-à-dire d'inverser une lettre, de dire pour l'instant t'es allumé, bah éteins toi. Pour l'instant t'es éteint, bah du coup allume-toi. Ok, bah on va regarder à ça, on va faire un petit toggle. Donc déjà, bah pareil, hein, on lui donne une valeur, on donne un petit peu de doc comme quoi c'est que de 0 à 24. À l'entrée, on va devoir vérifier que l'index il est valide. Et alors, ici, pour notre truc, on va devoir stocker la valeur qui est dans notre LED. Donc on va dire, bah, tu vas dans le tableau, à l'index qu'on va aller vérifier après. Tu fais un get pour dire donne-moi l'état qui est stocké, celui qu'on a fait au tout début de la vidéo, là, le fameux pourcentage last percent. Et je vais aller le stocker là-bas. Bon, ici c'est bien beau de le faire comme ça, mais il faut quand même vérifier. Bon, bah déjà mon index il est mal écrit. Poum poum poum. Voilà, magnifique. Alors, le state, on va demander s'il est supérieur à 0.0. Donc, s'il est supérieur à 0, alors il est vrai. Vous allez voir que je vais devoir changer ça après et le mettre supérieur à un certain nombre, genre 0.5, parce qu'en fait, avec random, il sera presque toujours supérieur à 0. Donc ici, on dit si il est supérieur à 0, bah, ça veut dire qu'il est vrai, donc on le met à faux, on le ferme. Et si c'est pas, si c'est plus grand que si c'est pas plus grand que 0, bah, c'est qu'il est allumé, c'est qu'il est éteint, pardon. Et donc on le met allumé. Donc désolé, dans la tête c'est plus facile mais que quand on regarde, mais basiquement je dis juste si la valeur elle a quelque chose, je l'éteins. Si la valeur elle a rien, je l'allume. C'est ça plus ou moins que ça veut dire. Tada, if, else.
Bon, j'ai pas vérifié, ici le if, valide machin, j'aurais dû. Voilà et alors j'ai renommé le truc en inverse parce que, c'est peut-être plus parlant, inverse on off state, comme ceci que voilà, LED, voilà et j'ai bien mis AD parce qu'il faudra le faire en 2D par la suite. Alors admettons que ce qu'on veut, c'est une petite méthode qui inverse tout le tableau, c'est-à-dire, comme la version, dans une photo, que ça devienne de blanc à noir et de noir à blanc. Et bah, du coup, il faut qu'on parcourt tout le tableau comme on a fait précédemment avec un petit for i in range de et alors là, je me suis planté, c'est max element, max LED count et vous allez voir, je le change après. Mais basiquement, c'est pour toutes les LED, on va aller inverser l'état de sa LED actuelle. Magnifique. Sauf que du coup, pour faire des tests, il nous faudrait que toutes les LED soient mises un petit peu de manière aléatoire. Donc faisons une petite méthode qui met toutes les LED en aléatoire. Donc je parcours le tableau et pour chacune des LED, voilà, pop, 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 voilà, on va mettre i après. Je mets une couleur et alors il y a une méthode qui s'appelle randomF qui, si vous regardez la doc, dit je retourne une valeur entre 0 et 1. On l'a déjà utilisé pour mettre des couleurs aléatoires dans la vidéo précédente. Donc ici, mon tableau, je vais parcourir tous les index du tableau et je vais demander de mettre le pourcentage à à un taux d'intensité aléatoire. Magnifique. Donc maintenant qu'on a un truc qui permet de mettre d'aléatoire, un qui permet d'inverser tout, bah allons faire un petit test. Donc on se met tout dans le ready, magnifique, avec le petit wait là où on s'amuse à faire des petits tests. Poum 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 poum. On fait un petit display random qui veut dire mets-moi toutes mes LED en aléatoire. On attend un petit peu pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà. Puis ensuite, on va le faire 3 fois pour bien le voir clignoter. Mais on va aller inverser les LED. En 4 fois c'est mieux, mais vous allez voir. Donc là on lui dit t'attends un petit peu et t'inverses les LED. Et alors vous voyez ici, il prend une couleur aléatoire. Attendez. 1, 2, 3. On va désactiver ça après parce que ça nous prend du temps pour rien. Voilà. En fait, il a mis de l'aléatoire, puis il a inversé. Et là, en fait, il a inversé, mais vu qu'on est toujours au-dessus de 0, on a 0,1, 0,2, 0,0001, bah en fait, tout devient vrai. Ce qui n'est pas très très pratique. Vous en conviendrez. Donc déjà, on va mettre tout ça en commentaire parce qu'on n'a pas besoin de revoir ça à chaque fois. Magnifique. Ici, j'étais en train de réfléchir un peu, on va le mettre à 4 pour qu'on voit vraiment bien la différence. Voilà, vous voyez. Ça donne de l'aléatoire et puis on a toujours un vrai, bah oui, parce qu'il y a toujours un petit rayon de poussière qui dit que c'est vrai. J'ai mis 10 fois parce que j'étais en doute, j'étais en «Attends, qu'est-ce qui se passe?» parce qu'encore une fois, quand moi je fais la vidéo, j'ai pas la réponse, hein. Nin. Magnifique. Alors, du coup, je me suis rendu compte de la connerie. Déjà, le fait que c'est pas tout le tableau. Donc ici, c'est max, LED count. Magnifique. Voilà, donc on a de l'aléatoire et une inversion qui est toujours mis à vrai. Bon, bah, du coup, on va les changer, on va rajouter ce qu'on appelle un threshold. Méné, méné. Vas-y Éloi, tu peux le faire, tu peux comprendre. Je sais que tu sais, voilà. Donc ici, on va dire, bah ok, il me manque un petit paramètre qui est de dire à partir de combien c'est vrai. Ce qu'on appelle threshold. Une limite, une barrière. Donc ici, on va dire, j'ai besoin pour que tu m'inverses les choses, que tu me précises quand même la limite. Par exemple, sur un joystick de Xbox, on dit que le threshold est de 0,1 pour éviter que le hardware vienne influencer trop le jeu vidéo. Ce qu'on appelle une dead zone. Donc ici, on dit, bah, donne-moi un petit flottant. Moi, si jamais tu m'en donnes pas, il sera égal à 0,5 pour dire la moitié. Et ce petit threshold, on va aller le donner à l'autre méthode qui elle aussi en aura besoin du coup, hein, parce qu'on ne sait pas si on veut dire pour toutes ou juste pour une LED. Et ici, plutôt que de vérifier que c'est supérieur à 0, bah, on va vérifier à ce que tu m'as demandé. Donc ici, 0,5. Tada! Donc si jamais c'est au-dessus de 0,5, on inverse, on considère que c'est vrai et on inverse. Sinon, et nous voilà avec un joli petit truc. Vous pouvez voir que ça met de l'aléatoire et puis ça inverse et ça a l'air de marcher. Tadam! Nananana. Et bah du coup, passons à la suite. Alors la suite, il va falloir qu'on ait récupéré l'état de notre tableau pour voir déjà un peu à quoi ça ressemble.
Donc qu'on puisse, que le développeur puisse dire: «Bah, c'est quoi pour l'instant l'état, de mon Raspberry Pi dans la globalité de la matrix?» pas juste une case à la fois. Bah, du coup, il faut qu'on lui génère ça. Donc on fait une petite boucle qui va parcourir tout le tableau. Je crois que vous avez commencé à comprendre comment ça marche le truc là. Voilà. On a généré une petite liste qu'on appelle résulte, qu'on va lui retourner à lui, et on va prendre chacun des éléments qui est dans le tableau. Pantanam. Et on va l'ajouter dans la liste. Sauf que, il faut faire attention parce que du coup, bah non, il faut pas faire attention, je me suis con. On a en fait, on a 25 lettres, donc il y a même pas besoin de vérifier, la bordure, est-ce qu'on est au-dessus, en dessous. On parcourt les 25 lettres et on les ajoute. Bon ici, nous, ce qu'il nous faut, c'est le pourcentage. Donc voilà, on dit: «J'ai un petit tableau de retour». Tu parcours toutes les LED, tu les ajoutes à la liste, tu vas chercher le pourcentage parce que c'est ça qu'il a besoin, le gars, qui nous demande, et tu lui retournes le résultat. Tadam! Nanana. Donc du coup, on aura des tableaux de 25 dans chacun des cas. Bon, ici, du coup, comme d'habitude, on change string, int, machin. Attention que la nomenclature, c'est avec des minuscules, donc ici, il y a S en majuscule de trop. Donc on va aller changer ça, magnifique. Et nous voilà, avec une belle petite méthode pour les futurs développeurs. Donc, c'est-à-dire vous, moi et d'autres. Poupoulou, poulou, poulou. Alors ici, du coup, bah, pour le retour du string, bah, on va le mettre en une grosse ligne, mais après on essaiera de le transformer pour avoir quand même des retours à la ligne en plus. Mais pour le moment, on n'a pas besoin, donc ce qu'on fait, c'est on dit: «Bah, tu me donnes tous les caractères ici, tous les 0 à 1 en pourcentage», mais on va demander caractères par la suite parce que j'ai changé. Voilà, magnifique. Donc tu me stockes ça dans des strings et puis on joint tout ça et on fait un gros texte avec tout le tableau. Pom polom polom, et nous voilà avec un joli gros texte. Bon, bah, du coup, ce serait bien de pouvoir l'afficher. Donc on va faire un petit export, ici. Ce petit export, il va nous permettre de débugger, c'est-à-dire que ça va pas être utilisable, c'est juste pour que nous, en tant que développeurs, on voit ce qui se passe. Et alors quand on veut avoir des multilignes, parce qu'on aimerait bien avoir un petit texte qui soit, comme dans l'éditeur de Microbit, c'est-à-dire un gros carré avec du texte, ben, on va mettre export underscore multiline pour dire que j'ai besoin d'avoir plusieurs lignes dans l'éditeur. Alors je sais pas trop quel paramètre mettre, donc j'étais en train de jauger un peu la doc. On va mettre, las debug, refresh. Non, on va mettre autre chose, on va mettre comme vous pouvez voir, j'hésite, hein, trouver le nom de la variable, c'est pas toujours idéal. Et alors ici, vous voyez que j'ai mis ça, regardez, tada! For the demo. On a une genre de petite case ici, on va pouvoir écrire du texte et on va pouvoir le présenter au game designer. Bon, le truc c'est que, on aimerait bien le cacher un peu, qu'il soit pas si visible que ça, qu'il soit un peu caché, parce que c'est pour le debug plutôt. Donc on va faire ce qu'on appelle un export underscore group. Qui veut dire groupe-moi ça dans une petite case, voilà, magnifique, qu'on va appeler debug et où on va cacher tout ça. Tada! Alors il va nous faire une petite méthode qui permet de rafraîchir, d'appeler le fait de rafraîchir. C'est-à-dire, vas-y, mets-moi à jour ce debug. Et alors ce debug, bah, quitte à debug, autant debug le int et le pourcentage. Donc on va faire un petit debug qui a un tableau de float, magnifique, et un petit debug qui a un tableau d'entier. Pas de 0 à 9 évidemment. On met un petit paste en attendant qu'on ait fini le code, on met un export parce que export multiline ça marche pas avec cela. Voilà, magnifique. Et nous voilà avec deux jolis tableaux pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de notre code. Alors ici ce sera un entier évidemment. Et un petit truc où on va pouvoir afficher du texte. Nana. C'était pas beau? Alors, magnifique, magnifique, magnifique. Maintenant, pop, 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 pom. Il va falloir on va pas l'appeler chaque frame parce que 200 fois par seconde, c'est beaucoup trop. Donc on va devoir l'appeler qu'une fois de temps en temps. Bon déjà, ce qu'on peut faire avant, c'est de dire, bah, voilà, si quelqu'un nous demande de rafraîchir le débugger, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit: «Donne-moi l'état du tableau ici en string, en pourcent, en entier, et tu me les stockes dans ces tableaux-là, qui sont visibles par le designer». Donc voilà, hop, 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 ti, 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 boum. Ouais, c'est pour ça que la vidéo est un peu longue, parce qu'en fait, à chaque fois, on a 3 façons différentes de faire. Enfin, on a trois types de variables à gérer. Pour le bien des développeurs futurs, donc pour nous-mêmes. Magnifique.
on a le refresh, poup, poup, poup. Alors comment est-ce qu'on fait une coroutine en Godot? Bah, moi, je sais, mais j'étais pas si sûr, donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller vérifier qu'il n'existe pas un truc que je connais pas». Donc je suis allé voir et en fait, vous voyez ici, il y a différentes manières. Soit on peut, dans le ready, ici, créer un petit timer, le lancer et puis, bah, attendre. Voilà, comme ça. Sinon, il y avait une autre méthode, c'était de, vous allez voir. Alors j'ai demandé à l'IA et finalement elle avait pas mal de docs assez intéressantes. Elle se dit: «Bon, c'est pas grave, tu le mets dans une coroutine, tu le lances dans le ready et puis voilà». Sauf qu'en fait, j'aime pas cette méthode-là, avec la coroutine comme elle a fait ici, parce que s'il y a une erreur ici, ça plante et il faut qu'il y ait pas d'erreur dans le début, dans le ready et tout. Je préfère pas trop cette méthode-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ici, ceci, que je cherchais à faire. C'est-à-dire de créer une sorte de timer à l'extérieur de ma méthode, à l'extérieur de ma classe, qui elle va gérer toutes les secondes le fait d'appeler une de mes méthodes à moi. Mais du coup, vu que j'aime bien ça, on va aller le mettre en place. Voilà, on copie ça. Magnifique. Le tout, c'est pas de faire des copier-coller, c'est de comprendre ce que vous faites comme copier-coller. Si vous ne le comprenez pas, demandez plus d'infos à l'IA, checkez des forums, checkez Google, checkez la doc. Donc ici, on dit, je crée un timer. Ce timer, il va avoir un certain temps de 1 seconde, qu'on va pouvoir laisser choisir au designer après, et il démarre tout seul. À chaque fois qu'il finit d'arriver au temps qu'on lui a demandé, eh ben, il va appeler une méthode ici. Et nous, ça va être la méthode refresh. Connect, tadada, refresh. Donc connect, ça veut dire j'ai envie d'écouter au fait que quand tu as fini d'arriver à 1, bah tu m'appelles. Voilà. Toum, toum, toum. Alors du coup maintenant je doute. Il a appelé qu'une fois ou il a appelé... Normalement il a appelé plein de fois, mais... Alors CTRL I, quand vous venez des IA, c'est super important. Désolé, j'ai... ici j'ai écrit un truc qui est assez important. Voilà, ici, quand vous allez dans les IA et que vous copiez les codes d'IA, souvent eux c'est des espaces ici, pas des tabulations. Vous voyez là-bas. Et donc en fait les espaces, Godot il aime pas, il aime bien les tabulations. Et donc dans Godot, dans l'éditeur de Godot, il y a une raccourci clavier qui s'appelle CTRL I. Vous allez voir, regardez. Je vais copier ça. Nananana. Voilà, et vous voyez ici, c'est pas des tabulations, mais c'est des espaces. Donc vous sélectionnez le texte et vous faites CTRL I et ça va transformer en tabulation. Pam 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 padam. Alors vous voyez que ici je me suis planté. Il faut pas mettre des parenthèses, je vais corriger un peu plus loin dans la vidéo. Voilà. On efface un petit peu tout ce qu'on n'a pas besoin. Ici je fais le CTRL I pour enlever les espaces et les transformer en tabulation. Ce qu'on appelle de l'indentation. Magnifique. Alors, ici, on va faire un petit export pour le game designer et on va lui dire: «Tu veux combien de temps entre les refresh? Qu'est-ce que tu veux que ça se refresh toutes les 0,1 seconde ou toutes les secondes ou...» Et alors par contre ça me paraît bizarre parce que j'ai pas mis de loop dessus. Je crois que j'ai oublié de mettre un petit loop qui dit, refais-le tout le temps. Donc il y a peut-être un truc, ici à demander de looper en permanence, que j'aurais oublié. Mais il me semble que ça avait marché, donc il faut que j'aille vérifier. Peut-être qu'il est mis par défaut à vrai dans le loop, je saurais pas dire. Voilà. Donc ici, on lui dit: «Petit game designer, je te laisse choisir le temps que tu veux entre ces refresh et alors je vais aller le donner au timer» et c'est comme ça, il va aller à chaque fois dire: «C'est bon, j'ai fini» et nous rafraîchir notre tableau. Ce qui veut dire que s'il veut que ça aille vite, il peut mettre 0,1 seconde, s'il veut que ça aille lent, il met 1, s'il veut que ça aille encore plus long, il pourrait mettre 10. Donc vous voyez ici, on a une petite case, magnifique. Alors oubliez pas que hashtag, hashtag, ça permet de la mettre de la documentation. Voilà. Alors, il vaut mieux rassembler les exports et pas les laisser n'importe où dans notre code. Donc je les remonte tout au-dessus du truc et je les mets ensemble. Alors on va pas louper celui-là, voilà. On les prend, on les supprime, on les rassemble tous ensemble. Magnifique. Voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de les chercher partout dans le code. Et alors on va créer ce qu'on appelle une région. La région, ça veut dire ce bout de code-là, ils font ce truc-là. Par exemple ici, c'est les variables exportables, donc publiques pour le game designer. Et alors, fin de région, c'est end region.
end region, comme ça. Voilà, magnifique. Bon, bah du coup, quitte à utiliser une région, on utilise une autre pour vous montrer un peu. Donc region constant, donc ça c'est toutes les variables constantes, end region, et voilà. Ça c'est de la doc pour le tableau. Pareil, region doc, magnifique. Comme ça nous évitera de le voir à chaque fois. Et on le cache. Tada! Ça permet de cacher les éléments et de venir les voir plus tard quand on en aura besoin. Ok, 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 ok. C'était pas beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez le code qu'on avait commencé ici avec tous nos petits tests débiles là? Bah, en fait, on va faire une petite méthode, comme ça on pourra le désactiver plus tard. Parce que là, pour l'instant, c'est bien beau de faire des tests d'already, mais c'est temporaire, c'est juste le temps qu'on crée cette classe-ci. Mais c'est vrai que c'est de la doc pour quelqu'un d'autre qui viendrait derrière, donc autant le garder. C'est pour ça que je crée une petite méthode pour le garder plus tard. Alors, ici, il plante. Il me dit, mais attends, je prends pas de paramètres. Et comme je disais, c'est parce que ici, ça prend pas les petites parenthèses là-bas. Connect, c'est juste vous dites la méthode, mais pas la méthode avec des paramètres, juste la méthode à appeler. Pam 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 pam. Hop là, tada! Et c'est comme ça qu'on utilise connect. Donc ici, vous allez voir, dans Godot, il y a local, c'est-à-dire l'endroit où on travaille, et il y a remote, c'est-à-dire que à chaque fois que vous faites sur play, ça va créer une sorte de petite application, une petite application à distance qu'on va aller tester. Et remote, ça permet d'aller voir son état. Donc ici, on va aller regarder l'état et on peut voir ici qu'il nous a bien mis notre petit tableau ici en format de caractère et il a bien mis les valeurs en pourcentage ici dans le petit tableau percent. Tada! Donc c'est-à-dire que maintenant, bah, à tout moment, on peut aller voir toutes les secondes l'état du tableau et comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez ici, il met des 1 et des 0, ce qui se transforme en des chiffres ici. C'est parfait. Tada! Donc on voit que ça marche. Ben, c'est bien. D'ailleurs, par contre, je remarque que le debug, il est pas là en remote. Alors, magnifique, magnifique, magnifique. Il y a quand même un petit truc qu'on pourrait aller changer. Le truc, c'est que j'aimerais bien qu'il fasse un retour à la ligne tous les 5 caractères pour que ce soit plus lisible. Donc je rajoute un paramètre par défaut en disant tiens, si tu me le demandes, je peux faire des retours à la ligne, mais je te laisse le choix de le mettre ou de ne pas le mettre. C'est ça qu'on vient d'écrire ici. Donc du coup, on va lui dire bah, le retour à la ligne, bah, on va le faire tous les 5 caractères. Donc ici, on va dire si l'index modulo 5, c'est-à-dire le reste de la division par 5, est égal à 0, alors on va rajouter un retour à la ligne. Sauf que nous, on veut pas un retour à la ligne devant les caractères, on les veut à la fin. Donc vous allez voir que je vais changer, je vais mettre égal à 4. Donc ici, je vais faire pop-up. Si on demande un retour à la ligne et que mon petit index modulo 5 est égal à 0, on rajoute un retour à la ligne. Sauf que comme je vous disais, c'est pas au début qu'on veut la rajouter, mais c'est après après le 5e caractère. Donc ici, on va mettre 4. Parce que si c'est le premier caractère, c'est 0, deuxième c'est 1, troisième c'est 2, quatrième c'est 4. Enfin, vous voyez l'idée? Donc quand on va arriver au 5e caractère, ce sera 4. Ta Bon, quand j'écris ce genre de truc, je suis toujours en mode je suis sûr de moi ou Alors, du coup, ça se met derrière et pas devant. Derrière le 5e caractère. Et si on va aller vérifier, et tada! Vous voyez? Maintenant, on a un joli petit tableau comme dans Microbit qui nous permet de débugger ce qui se passe. Ça veut dire que les développeurs, les autres développeurs que vous peuvent juste demander bah, donne-moi le tableau ici comme ça et l'afficher à la console et mieux comprendre ce qu'ils font. Ça permet aussi de faire des petits copier-coller si vous aimez bien la façon dont les lettres sont disposées. Alors, magnifique. Toutoulou. Alors, vous voyez que vu qu'on a mis 0,1 seconde, ça veut dire qu'il faut tomber sur le bon timer pour avoir la valeur qui correspond à ce qu'on voit. Bah oui, parce que le timer, il n'est pas ajusté sur quand ça change, mais juste toutes les 0,1 seconde, il se met à jour. Donc je relance, je remets jusqu'à ce qu'il y en ait un qui correspond. Voilà, magnifique. Vous voyez ici, on a les trucs qui sont allumés, bah, c'est des 9, 99, 099. Et on peut voir que ça correspond. Donc ça nous a permis de débugger, de comprendre que tout va bien. Parfait. Et nous voilà avec des petites méthodes de debugging.
Alors maintenant qu'on sait débugger, un joli tableau, il nous reste quoi? Parce que là les méthodes, elles commencent à diminuer, hein, ça commence à bien aller. Display 1 dimension LED, magnifique, donc là, ce qu'on veut faire, c'est demander la valeur qui se trouve dans le tableau à une dimension. On approche tout doucement, dangereusement des 2 dimensions. On va finir par, cette truc-là, donc on lui dit: «OK, bah, est-ce que l'index, il est valide?» «Oui». Si l'index, il est valide, alors je vais aller regarder dans le tableau qu'on a créé ensemble au début de la vidéo. Je te donne l'index et tu me redonnes la valeur. Voilà. Rien de bien compliqué ici, si vous avez commencé à comprendre ce que c'est les tableaux. À part que, bah, du coup, si jamais, il y a pas de valeur, bah, on peut lui retourner genre 0. Admettons qu'il sort en dessous de 0 ou au-dessus de 24 parce qu'il m'a donné un mauvais index, je lui mets 0 dans la patte. Donc si tu sors du tableau, c'est à toi de te débrouiller, mais je te mets 0. Il y a d'autres codes qui sont plus rustres. Par exemple, dans Rust, on n'aurait pas mis 0, on aurait envoyé un message d'erreur en mode: «Débrouille-toi mec, mais tu me corriges ça». Donc vous pouvez cacher des erreurs et corriger, ou bien vous pouvez déclencher des erreurs, mais du coup votre logiciel casse plus facilement pendant que vous éditez. Donc à vous de voir si vous voulez, ça peut créer des bugs ce que j'ai de faire là. Enfin, c'est tout un sujet sur le fait de gérer les erreurs en programmation, ce qu'on appelle des catch and try par exemple en C#. OK. Donc du coup ici pareil, on fait pour le texte, magnifique, rien de bien nouveau. Alors maintenant, attaquons le principe des 2 dimensions. Maintenant, au lieu de lui dire: «Voici le numéro de la cellule que je veux dans mon tableau», j'aimerais bien lui dire: «Voici le X partant de gauche à droite et voici le Y partant du dessus vers le bas». Sachant qu'on va de 0 à 4 parce que, bah, si on va au-delà, on n'est plus dans le tableau. Alors, ce qu'il nous faudrait du coup, c'est une petite méthode qui s'appellerait isValidAlex et on fait comme pour l'autre, on dit si c'est supérieur à 0 pour les 2 et si c'est inférieur à 0 à 4, inférieur ou égal à 4, c'est que c'est bon. Donc si c'est supérieur à 0 et inférieur à 4, bah, c'est qu'on est dans le bon. Et vous voyez qu'on réutilise notre petit backslash là-bas pour dire, retour à la ligne parce qu'il y a trop. Magnifique. Et nous voilà avec une jolie petite condition. Donc maintenant on va pouvoir vérifier qu'on est bien dans un tableau à 2 dimensions dans les bordures qu'on a définies. C'est bien. Donc du coup, bah, maintenant il nous faudra un truc où on lui donne un X, on lui donne un Y, et il me retourne l'index à une dimension. Vous voyez, c'est ça que je demande. Donc je te donne X, Y, et je veux par exemple si je te donne 2 et 2, j'aimerais bien avoir, je sais pas moi, 12 ou 13 ou 24. Donc vous voyez ce joli tableau, c'est à ça que ça va servir. Donc je le copie pour qu'on ait plus facile de discuter ensemble. Voilà, magnifique. Ça reste des commentaires, hein, c'est pas du code, ce sera pas exécuté. Voilà. Vous voyez ici, le X, c'est les colonnes, et le Y, c'est les lignes. Ta-ta-da! Et ici, bah, vu qu'on a 24 petits éléments, bah, en 25, on a de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 24. Magnifique. De gauche à droite, de haut en bas. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a 5 éléments par ligne, vu qu'on a un tableau de 25. Ce qui veut dire qu'on pourrait dire, bah, si je veux un index à une dimension, ça veut dire que je regarde la ligne. Par exemple ici, si je suis à la ligne 3, je suis là. Bah, à la ligne 3, ça veut dire que j'ai 10 devant moi. C'est-à-dire 2 éléments fois 5. Et puis, on rajoute l'endroit où on se trouve dans la colonne pour parcourir ici. Bon, une fois que vous chipotez, c'est plus facile à comprendre, mais c'est ça que ça veut dire. D'accord? Alors, du coup, essayons de vous montrer un exemple. Voilà, je prends y est égal à 1 et x est égal à 2. Bah, y fois 5, c'est-à-dire 5, plus 2, ça fait 7. Donc, est-ce que si je mets x à 2 et y à 1, je tombe bien sur 7? Bah oui, effectivement. Je tombe sur le 7e élément du tableau à une dimension. Toulou, toulou, tout. Essayons avec un autre. Je mets 4 et je mets 4. Bah, 4 fois 5, ça fait 20. Plus 4, ça fait 24. Je tombe sur le 24e élément du tableau et je tombe bien ici. Magnifique. C'est que ça marche. Toutoulou. Donc finalement, c'est que cette formule, elle fonctionne. Donc maintenant, si on voulait faire l'inverse, c'est-à-dire on part d'un truc à une dimension et on veut avoir le x et le y. Bah, du coup, ça va nous donner ce qu'on appelle un vecteur 2,
parce que ici, vous voyez, on peut pas retourner 2 valeurs, donc du coup, on va retourner une sorte de vecteur, un tableau à 2, enfin, c'est un élément qui a 2 dimensions x et y et c'est des entiers. Donc ça, c'est ce qu'on va retourner, magnifique. Maintenant le code, de ça, je l'ai fait hier, j'avais plus la tête à comment ça marchait, donc j'ai fait juste un gros copier-coller de ce que j'avais fait hier. Voilà et ça tombe bien parce que j'avais fait une erreur dans le code d'hier, donc c'est pas plus mal. En réfléchissant à mon code, j'ai fait: «Bah non, il y a une erreur». Alors, yesterday day. Faut pas regarder l'orthographe quand j'écris ce genre de commentaires. Alors ici, comment on se calcule la ligne? Bah, pour trouver la ligne qui se trouve dans notre tableau là en bas, on va faire l'index divisé par 5 et l'index divisé par 5, ça va nous donner la ligne et l'index modulo 5, ça va nous donner la colonne. Alors, bah, essayons de faire un exemple pour que je puisse vous montrer comment ça marche. Si je fais 24 divisé par 5, ah, ça nous donne 4,8 et donc si je prends un entier c'est arrondi vers le bas et pas, ça, quand on convertit en entier, on perd la virgule et donc c'est arrondi vers le bas. Donc on va avoir, 4. Ah, si on fait ça, bah, on aura arrondi vers le bas, donc 4. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on sera à la quatrième ligne. Tadam! En tout cas, si on met, le nombre 24. Alors, pour être sûr de bien diviser, vous allez mettre point 0 parce qu'un flottant divisé par un flottant, c'est pas la même chose qu'un flottant divisé par un entier. Voilà. Et alors, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à rajouter des parenthèses, rajouter des floats, des int pour être sûr de ce que vous faites. Donc ici, voilà, magnifique. On rajoute une petite parenthèse à la fin, magnifique. Donc on dit, tu prends la valeur, tu la divises par 5, ça te donne un chiffre à flottant qui est 4,5. Ensuite, en int, tu me le réduis en un entier, donc tu enlèves le 0,8 qui se trouve là-bas. Donc on a 4, et 4, ce sera notre ligne. Tadam! Donc maintenant, il faut faire pour la colonne. Yop, yop, yop. Bon, ici, finalement, le flottant, il n'était pas si utile que ça, donc je l'ai retiré. Pour la colonne, c'est le reste de la division. Donc modulo, c'est le reste de la division. Donc admettons que je prends 24 et que je fais modulo. Le reste de la division, bah, ça va être 4 en fait. Si je divise 24 par 5, il nous reste 4. Parce que du coup, beh, bah, c'est une base de là, je vais pas vous rappeler vos cours de primaire, mais c'est le reste d'une division. Alors, OK. Donc du coup, si je fais 21 divisé par 5, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste 1. Donc ici, il me reste 1, magnifique, et 21 divisé par 5, ça reste 4. Donc on sera à la quatrième ligne dans le deuxième élément du tableau. Non, si je mets 0, 20, bah, ça veut dire toujours quatrième ligne, mais à l'index 0 de la colonne. Donc vous voyez ici dans le qui x et y là-bas. Faut jouer avec pour comprendre, c'est pour ça que je disais que c'est plus une vidéo, il faut pratiquer, hein. D'ailleurs, vous avez toute la journée pour pratiquer normalement dans cet atelier-ci, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et donc ici, par exemple, si je fais 19 divisé par 5, ça nous donne 3,8. L'entier, on retire le 0,8, ça nous donne 3. Donc là, on est à la troisième ligne. Donc 0 à 2, 3, 4, 0 à 2, 3, donc la quatrième ligne au total, hein. Et puis ici, le reste de la division, bah, c'est 15, donc 19 moins 15, ça fait 4, et donc on est à 4. Donc ici, regardez, je dis 19, il est à la troisième ligne, donc ici à 0, à 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Et au quatrième élément, donc au cinquième, donc 0, 1, 2, 3, 4, et on a bien 19. Tadam! Et c'est comme ça qu'on peut parcourir un tableau à une dimension avec des chiffres à deux dimensions. Toutoulou, toulou. Faut le pratiquer celui-là, hein. Faut le pratiquer. Donc ici, la colonne c'est notre x et la ligne c'est notre y. Donc ici, vecteur 2, colonne et ligne. Et on est bon. Donc si jamais vous me dites donne-moi le numéro 19, bah, je sais vous retrouver 4 et 3. On l'utilisera pas dans cette vidéo, cette méthode-ci, donc je vais rajouter un petit commentaire dedans, en mode je l'ai créé, mais je ne l'ai pas testé. Et je vais mettre dans le commentaire ce qu'on appelle un to do, juste pour me rappeler que c'est quelque chose à faire. Donc si dans un jour je veux vérifier des trucs,
genre je suis dans le train et je m'ennuie un peu, bah, je peux faire recherche to do dans mon projet et je vais tomber sur tous les endroits où j'ai pas fait quelque chose. Et ici, en l'occurrence, bah, c'est de vérifier que cette méthode fonctionne bien. On va vite s'en apercevoir parce que dans l'exercice, il y a bien un moment donné, on va utiliser cette méthode-là. Donc pour le moment, on l'utilise pas, mais plus tard dans les exercices, on l'utilisera. Tada! Alors ici, convert, bah, c'est une méthode que j'aimerais bien mettre en privé, c'est-à-dire elle est disponible, mais elle est pas nécessairement utile aux autres. Donc je vais la cacher. Et mettre une méthode en privé, c'est-à-dire pas visible aux autres développeurs, c'est en mettant underscore devant, ça veut dire bah, t'en as pas vraiment besoin, gars, c'est pour moi. Donc ici, j'ai retiré display et j'ai mis underscore devant. D'ailleurs, vous avez déjà vu un underscore quelque part, c'est devant process et ready, qui sont des méthodes qui finalement n'ont pas besoin d'être publiques, n'ont pas besoin d'être utilisées par d'autres développeurs. Et donc ici, je dis, bah voilà, on va faire une conversion. Tu me donnes un X, tu me donnes un Y, bah, je vais vérifier qu'il est quand même dans la portée disponible, parce que déjà, si tu m'as donné des chiffres qui sont impossibles, bah, je peux aller t'envoyer chier. Et alors, vu que moi, je sais pas corriger, si tu me donnes des mauvais chiffres, je sais pas comment corriger, bah, plutôt que de corriger, je vais t'envoyer une erreur dans la face. Donc ici, je vais dire, tu m'as donné les mauvais paramètres, débrouille-toi, mon gars, moi, je plante. Tu fais ce que tu veux, je plante et tu te débrouilles. Donc ça, c'est un gros message d'erreur qui sera affiché ici s'il me donne pas les bonnes valeurs. Voilà. Alors après, je me suis dit: «Bon, display, je peux retirer». Encore une fois, le code, c'est vivant, c'est, au fur et à mesure qu'on code qu'on trouve les façons de nommer, les façons de faire, les façons d'écrire les noms de variables et des choses comme ça. Réussir du premier coup, c'est très dur, quoi. Alors, magnifique. On a réussi à faire ce genre de truc. Bah, maintenant, on va essayer de l'utiliser. Donc, par exemple, on va essayer de faire de toggle. Vous vous souvenez de la version, de dire, tu prends une valeur, tu la verses, mais avec des valeurs à double dimension comme on vient de faire maintenant, x et y. Bah, du coup, comment est-ce qu'on va faire? Pop, pop, pop. Bah, on peut faire un toggle et on peut faire aussi un set on off, c'est-à-dire mets la valeur à vrai ou à faux. Voilà, donc tu me donnes une valeur vraie ou faux, tu me donnes un x et y et je te le mets. On a besoin de rien retourner, donc void. Donc on dit, bah déjà, est-ce que les variables que tu m'as données, ce sont les bonnes? Is valide annex, on lui donne le x et le y. Donc ici, c'est pas qu'on envoie un message d'erreur, c'est on vérifie que ce qu'il m'a donné, c'est bon. Parce que s'il m'a donné un truc qui sert à rien, bah on peut juste se barrer et ne rien faire. Bon, ici, vu qu'il m'a donné un truc qui est valide, on lui dit ok, bah convertis-moi ce x et ce y, avec la petite méthode qu'on vient de créer, en une valeur à une seule dimension. Voilà, un index classique qui va de 0 à 24. Magnifique. On va dans notre tableau, on dit tiens, voilà l'index que je cherche. Poupoulou. Et tu peux me le tourner à vrai ou à faux, en fonction de ce que le gars m'a donné. Tada! Et c'est bon. Bon, bah du coup, s'il m'a donné un truc qui est pas valide, il se passera juste rien. Pour le toggle, bah, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va aller vérifier la donnée. Donc pareil, hein. Est-ce que la donnée elle est valide? Oui. On convertit pour avoir l'index sur une seule dimension. On lui demande de nous donner un threshold, hein, vu qu'on a vu qu'il fallait qu'il nous donne une valeur pour vérifier s'il est vrai ou s'il est faux. Donc ici, on va lui dire, bah, va chercher avec cet index à une dimension la valeur actuelle dans le tableau. Alors, on a une méthode qui permet de le faire normalement? Ah bah oui, on a une méthode qui permet de switch on et off, donc on n'a pas besoin de le lire. On va juste lui dire, bah, va faire la méthode qu'on a faite tantôt. Vous voyez ici, voilà, magnifique. Et c'est là que je me souvenais plus du nom, c'était pas switch, c'est inverse qu'on avait utilisé. Et donc du coup, ici, on lui dit, bah, peux-tu m'inverser cet Alexa à une dimension avec ce threshold-ci qu'on me donne. Donc vous voyez, ça devient un peu complexe, je dis que c'est pas une vidéo qui se regarde en un coup, hein, parce qu'il y a plein de concepts l'un derrière l'autre, c'est des méthodes qui s'appellent. Mais basiquement, rien de bien compliqué, c'est juste, on fait une sorte de classe, une sorte de boîte à outils qui gère le tableau. Alors ici, vous voyez, j'ai retiré le underscore, parce qu'en fait, j'ai regardé et je fais oui, mais en fait, c'est utile à un autre développeur, donc c'est pas vraiment privé, donc j'ai retiré le underscore en me disant, ok, quelqu'un d'autre peut l'utiliser, ça ne me change pas ma vie, moi. Donc pareil ici, pour le convert, j'étais en mode, ok, oui, utilisez-le si vous voulez. Voilà, magnifique. Et alors, vous voyez ici, je suis remonté, je me suis dit, ah oui, c'est comme ça que je l'avais nommé. C'était inverse on-off. Bah, je ne l'ai pas appelé toggle, je l'ai appelé inverse.
Voilà, donc on redescend là où on était pour garder la même convention de nommage. C'était pas switch, c'était pas toggle. Voilà. Et ici, on va mettre averse on-off. Magnifique. 2D. Qui va faire appel à averse on-off 1D. Encore une fois, ici, on réutilise les méthodes à une dimension. C'est juste qu'avant, on parse le x et le y en une dimension. Donc de 2D à 1D. Donc on n'a pas besoin de recréer les choses. C'est juste on appelle ce qu'on a déjà fait. Donc ici, bah, même idée, hein. Vu qu'on l'a fait pour le toggle, il faut le faire pour le set on, set off. Voilà. Tin, tin, tin. Alors, ce qui se passe, c'est que le set on off, je l'avais pas fait pour une dimension. C'est en le faisant que je me suis dit, ah mais attends, j'ai oublié cette méthode-là. Donc du coup, je la fais. Pom, padam. Voilà, on vérifie que c'est à l'index valide, on le tourne, magnifique. Alors, vu que j'ai créé cette méthode-là, bah, je suis plus obligé de l'appeler ici, donc je pourrais faire appeler ça là-bas en dessous. Donc c'est sûrement ce que je vais faire ici. Je vais retirer cette ligne, voilà. Ah bah je l'ai pas fait, tiens. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a plus testé notre code. Allons le tester. Clear, bah ouais, pour nettoyer. Display et underscore, voilà. Et on va définir la ligne ici. Hop. Set. Oui, on arrive vers la fin de la vidéo, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Set on off, voilà. Et on teste ce qu'on a créé. Donc, est-ce que tu peux mettre le deuxième élément, donc le troisième élément de mon tableau, donc 0, 1, 2, troisième élément à vrai. Est-ce que tu peux aussi mettre à la deuxième colonne, la deuxième ligne, donc la troisième colonne, la troisième ligne, à vrai. Et est-ce que tu peux mettre, hop, hop, voilà, la du coup troisième colonne et la quatrième ligne à vrai. Voilà, on met un petit timer entre les deux pour que ce soit marrant à regarder. Voilà, et on va aller voir si notre code fonctionne. Tada! Alors admettons que ce cube-là, on veut le déplacer un petit peu. On va le mettre plutôt, voilà, à la troisième colonne à la deuxième ligne. Enfin, à la quatrième colonne à la deuxième ligne. Voilà, ça commence à 0, donc à chaque fois, il faut faire le calcul dans sa tête de ah oui, mais non, c'est décalé d'une ligne. Et tada! On vient de le mettre de là à là. Donc ça a l'air de marcher, hein. Magnifique. Donc si je mets 6 et 6, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous voyez, on est arrivé hors de la zone, c'est pas valide, donc il a rien fait, donc il a pas mis de message d'erreur, on a juste contrôlé un petit peu la donnée. Si je mets 4 et 4, par contre, bah, ça reste une case valide, c'est celle-là. Ici, si à une dimension, je mets -1, bah, ça tombe là, donc il fait rien. Si je mets genre 0, il va se mettre ici. Et tada! Donc là, on va pouvoir activer et désactiver des cases de mon truc un par un. C'est exactement ce qu'il nous faut. Titri. Du coup, bah, il va nous falloir les méthodes pour pourcent, int et char, dans le même concept de 2 dimensions. Donc ici, bah, vous aurez compris comment on fait, hein. On prend nos méthodes d'avant, on les met en 2 dimensions, on lui demande pas un index, mais on lui demande des x et des y. On vérifie les x et les y à l'entrée, voilà, comme ceci. Poum poum poum. On transforme ça en une dimension et on fait appel à la méthode qu'on a déjà créée plus haut. Tada! Donc ici, on va mettre que c'est pas un index à une seule dimension, mais que c'est à x et à y. Voilà, ce sont des petits copier-coller. C'est pas beau. Ma mère, elle avait l'habitude de dire l'informatique, c'est perdre beaucoup de temps pour en faire gagner un petit peu à tout le monde. C'est vraiment ce que je suis en train de faire dans ce code-ci finalement. En fait, je perds beaucoup de temps à faire une petite boîte à outils pour les petites LED A5. Et plus il y a de gens qui vont utiliser mon package, plus ils vont gagner chacun un tout petit peu de temps. Et c'est ce petit peu de temps cumulatif qui va faire que vous allez faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Donc c'est pour ça que je prends le temps de bien nommer les choses, de bien mettre les bons noms, de bien vérifier que ça fonctionne et de faire tout correctement. Enfin le plus correctement que je puisse. Donc voilà, on a rajouté, le fait de pouvoir changer chacune des cases, en 2 dimensions, c'est-à-dire avec les lettres, avec les chiffres et tout. Bah du coup, il faut les vérifier. Donc ici display set 2D, pom pom pom, 0, 1, voilà. On donne 2 trucs à dimension, on donne un texte. On donne à 2 dimensions, on donne un entier.
Voilà, donc c'est 7 d'intensité. On refait pareil, mais avec le pourcentage. Donc ici, on va mettre 3,3. On met un petit pourcentage en virgule. Attention que j'ai oublié d'appeler percent ici dans le nom de la méthode. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Donc ici, vous voyez, on a des couleurs avec un taux d'intensité. Et ici, c'était percent. Voilà. Et là, tada, on a la petite case ici qui s'allume à 0,65%. Et bah ça marche. C'est cool, c'est chouette. Félicitations si vous avez réussi à faire ça. Et donc, voilà, voilou. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à sauvegarder le Git, évidemment, ça c'est sûr, c'est certain, mais il nous reste aussi ces 2-3 petites méthodes-là. Donc display get 2D LED as percent. Donc en gros, c'est aller chercher la valeur d'une LED en particulier, mais avec de la 2D. Bah du coup, je suppose que vous avez compris comment on fait. Ah, je vous l'avais dit que la vidéo était longue parce qu'elle était très répétitive sur le sujet. C'est des méthodes qu'on a l'habitude de créer, puis il faut les faire dans différentes variables, dans différentes manières. Et donc ici, voilà, on dit bah on prend nos deux éléments x, y, on les convertit à une dimension, et puis on va chercher le code qu'on a fait précédemment pour chercher le pourcentage. Tada! On fait ça pour les 3 méthodes, donc je passe un petit peu parce que vous avez compris que c'est exactement la même chose. Voilà. Alors. Ici, je crois que c'est un truc que j'avais oublié de faire. D'aller demander. Ah oui, j'avais oublié de faire une méthode qui nous permet de dire est-ce que cette valeur est vraie ou faux dans la case du tableau. Donc ici, c'est la même chose, c'est à 2 dimensions, mais on dit est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est on ou est-ce qu'elle est off. Donc on lui dit la case, le threshold, et il te dit est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et vu que je ne l'avais pas fait en 1D et en 2D, bah, il faut le faire dans les deux variables, dans les deux méthodes. Voilà, magnifique. Et on est bon. Est-ce qu'on en fait trop? Peut-être, peut-être pas. On ne le saura que dans le futur, et c'est pour ça qu'on les prévoit. Le métier de l'informaticien, c'est de prévoir un petit peu les futures méthodes qui vont devoir exister dans notre boîte à outils, sans pour autant créer plein de trucs inutiles. Donc il y a une sorte de jauge à savoir, à voir, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine que je perde 5 minutes de mon temps, 30 secondes de mon temps, pour en faire gagner plein de fois dans le futur, quoi. Alors là, les petites méthodes que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les scrolls, c'est que le texte doit s'afficher dans les cases. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo-ci, donc on va pas le faire. Mais par contre, il y a un moment donné où je dois faire une vidéo où on fait du scroll. Comment on gère du scroll? Bah, on va devoir avoir un petit timer qui fait passer de gauche à droite chacune des LED et qui prépare les LED suivantes. Et ça, c'est tout un autre sujet qui n'est pas lié à la VR, donc je vais pas le mettre en priorité. Mais il faudra à un moment donné pouvoir faire passer ici du texte dans ces LED. Comment est-ce qu'on sauvegarde? Déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Bravo à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Ça veut dire que maintenant, si vous avez pratiqué tout ça, vous arrivez à gérer des tableaux à 2 dimensions et vous êtes prêt pour travailler sur ce sujet-là dans vos propres projets. Vous allez voir, comme vous avez pu voir, c'est pas très compliqué au final, hein. C'est juste des petites méthodes qui appellent des méthodes, qui appellent des méthodes. Et donc voilà, bah, on va pouvoir aller sauvegarder tout ça, hein. Et. Comment on fait pour sauvegarder? On fait un git statut pour savoir où on en est, un petit gate add point pour dire on ajoute tout ce qu'on a fait récemment dans la sauvegarde. Vous pouvez fermer Godot si vous voulez, hein, si vous voulez être sûr que vous n'avez pas dernier truc à sauvegarder. Un petit git commit -m pour dire qu'on met un petit message de sauvegarde. Voilà, magnifique. Poupoulou. On dit ce qu'on a fait dernièrement dans la sauvegarde pour qu'on s'en rappelle la prochaine fois qu'on revient, et pour que quelqu'un qui lise notre historique puisse comprendre ce qu'on a fait. Git pull pour se mettre à jour sur nos collègues, git push pour pousser en ligne, un petit git remote-v pour dire bah, il est où mon site web où j'ai stocké tout ça. On va voir sur le site web si ça s'est bien mis en ligne. Ça s'est mis en ligne, hein, c'est juste pour le fun de vous montrer. Et alors il y a un petit truc que je vous ai pas montré, c'est que en fait quand vous faites une sauvegarde de projet, ça crée un ID. Vous voyez le petit ID qui est là-bas? Bah, il se trouve ici au-dessus. Donc ça c'est un abrégé de cet ID-là. Et cet ID-là, en fait, c'est la sauvegarde que vous avez faite. Ce qui veut dire que je peux vous donner l'état de mon projet maintenant, tout de suite, dans cette vidéo-là, et vous partager. Et dans 20 ans, dans 40 ans, si vous revenez, vous pouvez avoir exactement le même code que cette vidéo-ci. Exactement le même. Donc du coup, je vais prendre cet ID et je vais mettre derrière mon site GitHub
hashtag et puis l'ID. Ce qui veut dire, va, sur la page du projet à ce moment dans l'historique de mon projet. Tada! Si je me trompe pas, mais normalement je me trompe pas là-dessus. Ce qui veut dire que maintenant je peux aller dans la documentation de l'atelier en cours, ici, et je peux créer un petit truc en disant: «Bah, voilà, si vous voulez le code de quand on fait la LED, il est là. Si vous voulez le code de quand j'étais en train de faire le tableau à l'époque de cette vidéo-ci, bah, on va rajouter une petite disquette avec la même chose, c'est-à-dire le lien du Git avec l'ID du commit». Voilà, voilà, avec toutes les petites fautes d'orthographe. Une petite disquette pour dire que c'est une sauvegarde. Voilà, magnifique. Je mets un petit lien, ce qu'on appelle du markdown. Et voilà. Donc si vous cherchez le code de cette vidéo, vous cliquez sur la petite disquette là-bas et ça va vous amener directement vers le code qu'on a fait. Et donc vous aurez le code comme il est maintenant, tout de suite à l'instant. Congrats! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Bon, c'était un petit peu long, à mon avis. Il n'y a pas tout le monde qui va regarder la vidéo parce que beaucoup de sujets, très longs, et ma voix un peu monotone. Mais voilà, vous avez appris à faire des tableaux à 2 dimensions. GG à vous! Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi je vais m'attaquer, je crois que ça va être les boutons, mais je regarderai à ça demain. Parce que le but c'est de faire de la VR plus que de faire le microbit. Donc ce qu'on a besoin c'est de pouvoir pousser sur les boutons, de faire des actions, donc à mon avis ce sera les boutons. Allez, à tout de suite. Ciao ciao!